Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau podcast. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Ludoc. Salut Ludoc. Bonsoir ou bonjour, je sais pas quelle Salut, heure il est quand vous salut. regardez tout ça. Tu es réalisateur, Ouais, auteur, tu as une boîte de prod également. ouais, Tu as fait beaucoup de vidéos pour des youtubeurs qui sont super connus. ouais, Un livre. Également à l'origine du studio Bagel. ouais, exact. Et maintenant, enfin depuis un an, auteur du manuel de survie du vidéaste. Ouais. Euh, comment ça t'est venu déjà la passion de la réal? Comment c'est... Euh, je sais pas, enfin, je sais sans savoir, c'est plus j'aimais bien raconter des histoires. Et en gros, quand j'étais petit, je commence par des doses Playmobil. directes. Mais ouais, je commençais par filmer mes Playmobil. J'avais une collection de Playmobil de ouf, j'avais Ambulance, j'avais Château Fort, j'avais plein de conneries. Ah, J'ai des grands gestes. excuse-moi. Ah oui, Je il faut suis que tu te en- déplaces ouais, en même ouais. temps. Parce que nous filmons en direct, c'est très professionnel. Ouais, j'avais une collection de Playmobil de ouf, donc Ambulance, Château Fort, etc. Et j'aimais bien raconter des histoires, et surtout c'était l'époque où il y avait Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, je lisais beaucoup, et j'inventais mes propres histoires d'Heroic Fantasy comme ça, et je me mettais à écrire. J'avais écrit une trilogie, mais une trilogie c'était 3 livres de 20 pages sans doute. Je me prenais pour un écrivain quand j'avais 10 ans. Je les ai relus, c'est dégueulasse. Et j'ai toujours aimé raconter des histoires. Et puis au bout d'un moment, j'ai commencé à piquer la caméra de mon père. C'était une Sony HI-Bit, les trucs analogiques un peu à l'arrache. Je commençais à faire du montage au magnétoscope. Donc vraiment, les débuts du montage, pas du tout sur ordinateur. C'est-à-dire que je faisais du stop motion avec mes Playmobil, mais c'est stop motion sur un magnétoscope, c'est tu appuies sur le bouton REC, ça prend 2 secondes pour se lancer. Tu appuies pour arrêter, ça prend 2 secondes pour s'arrêter. Donc vraiment, le stop motion dégueulasse. Donc ça faisait des saccadés, etc. Et après, j'ai commencé à filmer mes potes, j'ai commencé à les balancer sur internet avant qu'il y ait YouTube et Dailymotion. Ça a commencé un peu à prendre, où il y avait d'autres potes qui disaient j'aime bien, viens on en fait d'autres. Ensuite d'autres potes qui disaient j'aime bien, viens on en fait d'autres, etc. etc. Donc ça m'est venu en mode très naturellement de j'aime bien raconter des histoires, j'ai envie de filmer des trucs, fan de ciné depuis toujours. Et j'étais fan des spéciaux aussi, je regardais les Matrix à l'époque, les Star Wars, enfin, la nouvelle trilogie à l'époque c'était le 1, 2, 3. Je faisais les premiers effets de sabre laser, tu sais, où c'était la technique du en fait tu le lâches et après tu inverses l'image et du coup c'est tu le Il réceptionnes. remonte, ouais. Voilà, que des conneries comme ça. Je filmais mon écran pour faire des génériques où je mettais sur Word, je mettais la page en noir avec l'écriture donc en blanche. Je faisais rec, j'appuyais sur la chaîne IFI à côté pour mettre la musique et après je déroulais avec ma souris pour faire un faux générique. Et c'était très moche. Ah Et oui, c'était ma première ça bidouille. marchait. Ouais, C'était déjà voilà, les j'ai bidouilles en commencé. fait. Exactement. En fait, ça Bah, date de c'est cette parti époque-là. toujours de ce Ouais. principe de bah, j'ai pas de sous, j'ai pas forcément toutes les connaissances, mais comment je pourrais obtenir ce résultat de la même manière. Tu penses qu'aujourd'hui, avec tout le matos qu'on a, les gens sont devenus feignants un peu de la création ou vraiment Euh, ils arrivent à exploiter au maximum parce Feignant, que franchement, je sais pas. Mais par contre, ouais, aujourd'hui, tu as beaucoup plus de possibilités, tu peux faire des trucs de ouf. C'est vraiment moi à l'époque, il n'y avait pas encore je parle comme un vieux, mais il n'y avait pas encore de numérique, donc il fallait passer par des adaptateurs de ouf pour rentrer dans ton ordinateur pour pouvoir faire du montage, etc. Là, c'est juste une petite carte mémoire, ça va très vite. Donc je sais pas si les gens sont feignants, mais non, aujourd'hui, tout est accessible, c'est trop On peut bien. surtout faire plus de choses, yo. C'est ouais, c'est juste ça. C'est le Tu peux, générique qui prendrait à faire avec le ouais, Word. en fait, tu pouvais faire autant de choses à l'époque, mais tu galérais plus. Tu Tu prenais bidouillais beaucoup plus beaucoup de plus. temps. Ouais, voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, oui, en plus, tu as des trucs qui sont tout faits maintenant, tu achètes des trucs, t'as des génériques déjà prêts, etc. Mais du coup, c'est bien, ça pousse plus à la créativité, je pense, parce que moi, j'ai mis du temps à comprendre la technique et ensuite à passer à la créativité en mode, ok, maintenant j'ai compris comment filmer, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter. Ouais, tu te concentres sur l'essentiel, Voilà, quoi. là, tu prends ton téléphone, tu appuies sur Rec, tu as déjà une belle image, donc tu as moins à te concentrer sur la technique. Même si bien connaître la technique, c'est très important parce que ça te permet de la Transmettre. challenger, de faire plein de trucs cool, etc. mais Donc voilà, tu exploites toujours les bidouilles sur toujours, ouais. que ce soit des courts-métrages ou des Ouais, longs-métrages. ouais. Même Il y a- sur une vidéo YouTube où il n'y a pas de budget, ou même sur une série Amazon où il y a beaucoup de budget, toujours de la bidouille. Et en fait, même quand tu regardes des making-of des plus grands sur des Star Wars, sur des gros gros films, ils ouais. font aussi des bidouilles, des trucs que tu te dis, mais ouais, mais en fait, je bidouillerai toute ma vie. Comment t'as fait ta première pluie? Première pluie, oh, je crois que c'était avec des tuyaux d'arrosage à l'arrache, quoi. Et ça, Vraiment, ça des faisait trucs bien très l'effet très. ou... Franchement, non, parce que du coup, tu vises qu'un seul endroit. Parce que après, quand tu travailles avec des pros, ils te montrent des systèmes pour vraiment que il puisse pleuvoir à la fois à l'arrière-plan, au premier plan, etc., que tu puisses avoir un truc un peu homogène. Quand
c'était au tuyau d'arrosage, c'est vraiment dégueulasse. Mais ça fait à peu près la blague, Parce que quoi. ouais, ils disent que ça coûte excessivement cher de faire Ça de la... coûte très cher. Une fois, j'ai tourné une pub PSG comme ça avec de la pluie et je voyais le bidon qui commençait à descendre au fur et à mesure parce que on n'avait pas de fontaine à côté, donc on dépendait d'un stock et tu stresses à chaque fois en fait. Mais c'est très très difficile ouais, d'arriver à foutre de la pluie partout. Enfin, c'est un métier en fait. Et j'ai découvert ça et c'était très cool, mais on a galéré. Aujourd'hui, dans tes vidéos sur YouTube, tu expliques un peu toutes ces bidouilles, entre guillemets. Enfin, c'est vrai qu'on a du mal à s'imaginer que même sur des grosses prods, ça se fait toujours. Ouais. C'est un truc de dingue. Et c'est quoi la plus grande bidouille que tu as réalisée et que tu t'es dit, mais putain, c'est un truc de malade, j'ai économisé des milliers d'euros juste sur une petite technique. Alors là comme ça, je saurais pas te dire la bidouille, mais j'en ai quelques-unes en tête. Il y en a une que j'avais fait notamment avec le Studio Bagel, avec Jérôme Niel et Ludovic. J'ai fait un mini tuto là-dessus, c'était une course-poursuite. Et c'était une bidouille où je crois que je l'ai vu même je crois qu'il l'utilise dans Taxi 1 ou Taxi 2. Clairement, on pouvait pas filmer, c'était une course-poursuite entre des flics et Jérôme et Ludo qui sont dans une voiture d'auto-école et qui essaient de foncer, ça s'appelle Le Permis sur YouTube. Et clairement, on pouvait pas faire du 200 km/h dans les rues. Et en fait, je l'ai tourné ils étaient arrêtés et c'est juste, ils tremblaient. Enfin, ils faisaient genre, ils sont en voiture comme ça. Moi, j'étais à la caméra, je faisais trembler la caméra. Il y avait quelqu'un qui avait une petite lumière et qui passait la main devant la lumière pour avoir l'impression que Ah oui. c'est le soleil qui passe à travers les Ouais. arbres. Et en fait, le fond, ce qu'on a fait, c'est que pour que le fond, pour pas qu'on voit qu'on est à l'arrêt, j'ai mis ce qu'on appelle un poly blanc. C'est un grand truc en polystyrène blanc. Et ça faisait comme si l'image était un peu cramée, c'est-à-dire qu'on voyait pas ce qui était derrière. Et du coup, t'as pas de référence, tu vois pas que ça bouge pas. Et ça fait la blague de ouf en fait. Tu alternes des plans larges de la voiture qui roule, tu accélères un peu au montage, et des plans serrés des gars qui sont comme ça. Et ça marche de ouf en fait. Et je me suis rendu compte que je crois que c'est dans Taxi, par moment, tu as des plans sur sa minoterie comme ça, où c'est très très zoomé, ça tremble, et tu te dis, bah, il est à l'arrêt en fait. Alors que tu as l'impression qu'il est à 200 km/h. Toi, à l'œil direct, tu détectes ça, c'est des trucs Je comme ça. comprends, ouais, en fait, quand tu sens que le plan est aussi serré et qu'il montre aussi peu de choses, c'est qu'il Mm. y a une bidouille derrière. Sinon, en général, tu fais un plan bien large où tu vois qu'il y a plein de trucs C'est autour. comme quand un mec joue au piano et qu'on voit jamais Oui, oui. lui On jouer voit au jamais piano. en train de jouer. Ah ouais. Mais là, c'est grillé direct, là. Ah ouais, quand t'as un cut entre les deux en général. Après, il y On en voit a qui juste les arrivent. mains. Il y en a qui arrivent à filouter où ils ont une doublure et le temps que la caméra remonte, ils changent direct et le gars est déjà en place. T'as plein de Ah trucs comme ça, ouais. ouais, ah oui. Après, t'as ah des ouais. acteurs d'accord. qui apprennent Ah ouais, aussi à jouer. Dans le pianiste, le gars a vraiment appris. Enfin, ça dépend, Mm. mais oui, quelquefois, c'est juste des. Ah, c'est vrai que là, oui, sur le pianiste, c'est vraiment au-dessus du. Ah, c'est Enfin, vraiment c'est lui, il pas a eu un autour de Oscar ça, et mais tout. ouais. Enfin, Bah, à ce moment-là, oui, c'est parce qu'il faut le voir quand C'est même Adrien jouer. Brody, non? C'est ça? ouais, C'est c'est ça, Adrien Adrien Brody. Ouais, il Ouais. joue Brody. du Jamie Chopin, Foxx aussi, dans Ray aussi, il a appris à jouer au. Ouais. Nocturne. C'est fou. Ouais. Mais il y a des bidouilles quelquefois, comme ça. La bidouille des doublures, la bidouille de. Enfin, tous ces trucs-là. T'avais expliqué une fois dans une vidéo, je crois que pour des, pour des plans d'époque, tu te mets en Ah ouais, contre-plongée ouais, ouais. et du coup, Ça, je tu l'ai vois beaucoup pas fait. tu vois Bah pas oui, les parce panneaux, que. Mais etc. c'est utilisé, je l'ai vu Les dans. panneaux, quels panneaux? Les panneaux de la ville, par exemple, les films dans Paris Ouais, aujourd'hui, c'est ça. enfin, Dans c'est Adèle grillé. Blanc-Sec, par exemple, de Luc Besson, il le fait quelquefois. C'est-à-dire que si tu veux faire un plan large dans Paris, mais dans les années 1600, 1500, 1800, enfin, etc., on va plutôt aller dans les années 1800-1900, on va dire. Tu baisses un peu ta caméra et tu es en contre-plongée, comme ça tu effaces toutes les boutiques, les panneaux, les voitures, etc. Tu vois juste le haut des D'accord. bâtiments. C'est dingue, ouais. Et le haut des bâtiments, tu pourrais être dans les années 1900 en fait. Enfin, il faudrait gommer l'avion, quoi. C'est un avion Ouais, qui voilà, passe. c'est un avion qui passe. Mais sinon, globalement, quand tu lèves Ouais. la tête juste comme ça, tu peux te dire, je suis à une période, je suis à la période d'Haussmann, tout va bien. Ah Ça, oui, c'est c'est... utilisé dans Adèle Blanc-Sec, c'est utilisé dans Munich de Spielberg, et tu te dis, même un Spielberg, alors qu'il a les moyens, il le fait quand même à certains moments. Et à un moment, il est sur le pont de Bir Hakeim dans Munich, et typiquement, il a ce plan-là parce que à un moment donné, tu peux pas bloquer tout Paris sur un plan large, même si tu t'appelles Spielberg. Mhm. Et tu te dis, bon, bah, il y a même des grands réals qui utilisent ce genre de bidouille, et je trouve ça très cool. Bon, il y a des moments où il est à hauteur des yeux, donc il voit tout, mais là, ça veut dire qu'il peut bloquer la rue, mettre des accessoires, mettre des vieilles voitures et tout. Mais quelquefois, quand tu vas trop au loin, Quand il y a les boutiques, tu peux pas... il peut pas, alors les décos mettent quelquefois des vitrines par-dessus, c'est-à-dire D'accord. qu'ils vont payer, ils vont voir les boutiques, ils vont dire voilà, est-ce qu'on peut bloquer votre boutique pendant une journée? Et le gars il va dire ok, mon chiffre d'affaires c'est ça la journée, bah, on vous paye le chiffre d'affaires, on vous bloque, et on rajoute une vitrine par-dessus. Quelquefois dans Paris il y a des rues comme ça, quand il y a eu Paris Police 1900, c'est une série sur Canal justement sur les années 1900, ou d'autres films d'époque, quelquefois on peut retrouver des rues où il y a tout d'un coup des affiches des années 30 ou des trucs comme ça. Parce qu'ils placardent en fait, ils remettent de la déco sur des vitrines. D'accord. Mais par exemple, dans Munich, à un moment donné, tu as le RER A ou B qui est à Bir Hakeim, celui-là, tu peux pas l'effacer. Et donc, bah, contre-plongée, Spielberg, il a fait ça. Je me suis dit, bon, bah, belle technique, il faut en parler.
C'est vrai que ouais, explorer tout ce genre de trucs, parfois on se dit, j'ai pas le budget pour monter Ouais. mon court-métrage, je peux pas le faire, mais en fait, non. Moi, c'est ce que j'essaie de combattre à chaque fois. C'est le nombre de messages que je reçois de gens qui me disent j'aimerais bien me lancer, mais j'ai pas les sous. Et Mhm. moi, à chaque fois, c'est en mode. C'est Orelsan qui le dit d'ailleurs. Il dit, il dit dans une phrase, je sais plus si t'as pas de moyens. Enfin, dire que pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Et aujourd'hui, t'as plein de trucs pour filmer, un téléphone, n'importe quoi, etc. Et tu peux vraiment faire des choses avec pas grand-chose. Et moi, j'essaie de combattre cette idée reçue que tous les gens se disent ah, mais si j'ai pas cet objectif de ouf, si j'ai pas cette caméra RED cinéma pour faire un truc, j'y arriverai pas. Ouais. En vrai, c'est faux, quoi. Moi, si à l'époque, si j'avais commencé aujourd'hui, j'aurais acheté un iPhone et j'aurais fait des vidéos avec mon téléphone et basta. Donc, Il y a des prods aujourd'hui qui font uniquement sur iPhone, il me semble. il y en a, mais il y a même des Ouais, grands réalisateurs. Il y a ouais. Soderbergh, il a réalisé Paranoia et qui est sorti au cinéma. Ça a été réalisé avec 3 iPhone 7. Ah Mais ouais. je l'ai remarqué, mais ça se voit quand même, parce qu'il y Ça, a, ça, comme il n'y a pas ça de se voit. contre. Mais de plus en plus, C'est. ça se voit de moins en moins. Ouais, T'as ah oui, parce Michel que là, ça Gondry y est, qui il a fait un commence à. court-métrage aussi. Il y a Damien Chazelle, le réalisateur de La La Land, qui a réalisé aussi. Et ils font de la post-prod après. Ils En font de la gros, ils post-prod et après ils font tournent avec une appli particulière qui s'appelle Filmic Filmic, Pro et qui permet en fait, parce que quand tu filmes avec la caméra de ton iPhone, mais je pense des autres c'est téléphones des aussi, presets, etc. le débit est un peu réduit parce que évidemment tout le monde se dit, enfin le mec lambda qui filme avec sa caméra se dit pas j'ai besoin d'une qualité de folle, Ouais. alors qu'avec l'appli Filmic il va utiliser toute la pleine puissance de l'objectif et de... La vidéo n'est pas sponsorisée. Non non pas du tout. Voilà. Malheureusement, non. Quoique ce serait avec plaisir d'être Ah oui, sponsorisé par Ça serait Apple, cool. mais Non, Filmic, je parlais là. ou Filmic, mais non non mais ouais la plupart utilisent Filmic. Donc ouais, si vous voulez faire des vidéos avec votre téléphone, je crois que c'est utilisé aussi sur Android. Alors j'avoue, Je je sais pas, ça, j'avoue. n'utilise pas Android, mais je pense que Je pense Filmic qu'il doit y avoir existe plus aussi. d'applis Ouais, voilà. gratuites sur Exactement. Android. Et non, Filmic, très bien. Pour repartir un peu dans ta trajectoire, on a tous vu des vidéos du studio Bagel. Euh, comment vous avez lancé cette équipe-là? Enfin, limite une famille, quoi, parce que tous. Comment ça s'est passé, les Alors déjà, prémices? on se connaissait tous avant. Ça n'a pas été un truc où il y a un mec qui a dit je vais les réunir, ils vont apprendre à se connaître. On se connaissait tous. Mhm. On se connaissait d'avant YouTube, à l'époque où on avait commencé tous sur Dailymotion. Il y avait le système de Vidéo Star sur Dailymotion Putain, qui était un truc Dailymotion. où il te sélectionnait, il te mettait en avant. Et à l'époque, c'était ouf. Moi, je me souviens, on avait fait une vidéo, c'était avec Ludovic à l'époque. C'était une parodie de Garocon de Coxy. Et on se retrouve en première page et on fait 60 000 vues en une journée. Et on était comme des dingues, ça m'a 60 000 vues quoi. Aujourd'hui, Bah, à 60 l'époque, l'époque, 60 000 vues, 60 000 mignon, vues, quoi. c'était énorme. énorme. Mais Ouais. aujourd'hui, 60 000 vues, ça se fait en 2 minutes. Enfin, sur certaines. Oh putain, ça serait bien! Non, C'est enfin, notre rêve. j'exagère, mais sur certaines chaînes, Ouais, c'est sûr. sur Obagle, ça allait très Oui, très oui, vite quoi. oui. Et du coup, on s'est tous connus comme ça parce qu'il y avait peu de vidéastes. Donc c'est comme ça qu'on repérait. Moi, je sais que on avait sympathisé avec les gars du Palma Show, Mhm. avec Jonathan Barré, le réalisateur, et avec Greg et David aussi. On avait sympathisé parce qu'on avait vu, oh, c'est bien ce qu'ils font, on va les contacter, etc. Il y avait Cyprien, il y avait Norman, il y avait Kian Kojandi aussi qui commençait à faire des vidéos Bref. sur Dailymotion, voilà. Avant, bref. Et on s'est tous connus comme ça. On a sympathisé, on s'est entraidé, etc. Et à un moment donné, bon, il y a eu évidemment le passage Dailymotion YouTube. Quand YouTube a dit on peut vous payer alors que Dailymotion ne payait pas. Donc à un moment Tout donné, le il y monde a a eu un petit basculé. switch, Ouais. forcément. Et en fait, ce qui s'est passé, il y avait une envie de faire des choses de plus en plus ensemble. On faisait déjà tous des feats. Et après, il y a eu un truc, c'est que YouTube lançait un programme qui s'appelait YouTube Originals. Et c'était en fait, ils avaient lancé ça en 2011 aux États-Unis. Et c'était, ils payaient des boîtes de prod pour lancer des chaînes avec la règle de OK, vous devrez produire 30 heures de contenu en un an et Ah ouais? atteindre 200 000 abonnés, des trucs comme ça. Et en France, ils ont lancé 11 ou 12 chaînes avec différentes boîtes de prod. Et nous, on en a entendu parler, enfin un gars qui s'appelle Lorenzo Benedetti qui en a entendu parler avec sa boîte de prod, et avec qui moi je bossais déjà avec ma boîte, il bossait déjà avec d'autres personnes, notamment Axel Malivernet, qui est devenu le directeur d'écriture et qui était le co-auteur de Jérôme Niel. Et en fait, on avait tous cette envie, globalement. YouTube arrivait en disant, bah nous on veut financer des chaînes, bah montons un collectif, et trop cool. Et il fallait, ouais, je sais qu'il fallait atteindre 30 heures de contenu en 10 mois et 200 000 abonnés. Et en fait, on a fait 1 million en moins de mois. Et Incroyable. surtout, contrairement aux autres boîtes de prod et aux autres chaînes qui, elles, n'ont pas vraiment réussi le pari, parce que c'était des prods télé et elles balançaient des replays télé de 20 minutes. Ah. Ouais. Ah oui, On comprenait pas trop comment ça marchait, alors que nous, on faisait juste, à l'époque, c'était des 2-3 minutes, une fois par semaine, des trucs comme ça. On avait la dynamique web. Et en fait, à la fin de l'année, il nous restait genre 24 heures, 25 heures à produire. Et je suis arrivé avec une idée d'escroc. J'ai dit, bah venez, on fait un live sur une journée. Ah là là. Et on dit, en fait, en une journée, on va devoir, avec le chat, avec la communauté, vous allez nous donner des idées. Et en live, vous allez voir comment on écrit, comment on réalise, comment on monte. Et à la fin de la journée, vous aurez le sketch.
qui est pas ouf. Ça s'appelle Intrigue à Martigues. Et qui a Euh, permis d'atteindre les 30 heures. mais qui a permis à la fin, on a fait un truc de 26 heures, je crois. Et C'était combien? C'était Vous êtes 24 et quelques? relayé ou... ouais, on s'est Ah relayé. Moi, ouais. je dormais sur le canapé à un moment donné. Les gars, ils rentraient chez eux, ils revenaient, etc. Donc, on s'est relayé. On avait une équipe de nuit et tout. Mais en live, les gens participaient et pouvaient voir un peu comment ça avançait, comment on avait réalisé le truc. Bon, bah, quand tu écris un sketch en 24 heures, que tu tournes et tout, forcément, le truc à la fin est pas ouf. Mais c'était le challenge. Et puis, en plus, on a. Après, je pense que YouTube, ils étaient très contents de la chaîne Bagel parce qu'on avait explosé les objectifs dans Même tout sans fallait. les heures, ils vous Mais regardaient, c'était plus quoi. pour le contrat de se dire, ok, on fait ça. Mais voilà. Donc, clairement, ce live de fin d'année, pour les gens qui pensaient que c'était une idée comme ça, très créative, enfin, en mode, ok, ils ont plein d'idées de création. Non, non, c'était juste une filouterie pour respecter le contrat, voilà. Ça, c'était quelle année, ça? Ça, c'était 2013, parce que la première année, 2013. la saison 1 du Bagel, c'était 2012-2013. Ça a été créé le 15 novembre Putain, ça date 2012. Ça déjà. date Oh Ça là va faire là. 10 ans. Ah, c'est Je suis incroyable. un Ah daron. ouais, c'est Vraiment, je fou. suis une vieille personne quand j'en parle. Je croise des gens quelquefois qui me reconnaissent, c'est rare, mais ça arrive, et qui me disent, ah ouais, je regardais ça quand j'étais au collège, et je me dis, putain, je suis vieux. C'est... ouais, Je Bah, suis nous si aussi, on vieux. regardait ça. Voilà, le coup de vieux instantané, Non, en pas au direct. collège, au début lycée, du nous. lycée, Au ouais. lycée, Ok, ouais. ça va, à peu près ça va. Et l'idée du studio Bagel, pourquoi Bagel? C'est quoi le truc derrière? Bagel parce que c'est Kemar qui avait. En fait, Il en mangeait beaucoup. c'est horrible parce que mais je l'ai dit dans une vidéo et je vais dire que l'idée du nom Studio Bagel vient de McDo, mais il y a un peu de ça dans le sens où en fait un an avant, en 2011, McDo il lançait les bagels. Mhm. C'était les premiers les burgers bagels ou je sais pas quoi. Et Kemar avait une vanne là-dessus. Il arrêtait pas de dire quand on allait au McDo, ok, ça part sur un bagel. Et le mot bagel revenait souvent en mode, eh, on part sur un bagel, etc. On avait fait un tournoi de foot entre nous, on avait appelé la bagel team, etc. Et le mot bagel revenait de nulle part, donc on s'est dit, bon, on va bagel. Et après, moi, j'avais proposé de rajouter studio pour le côté un peu studio cinéma et le côté aussi coloc, parce que comme on allait être tous dans un grand loft pour se retrouver à la Friends en mode on a des idées, on tourne des trucs. Au début, c'était Bagel Studio, et puis après, on s'est dit Studio Bagel, ça sonne mieux, et donc voilà. L'histoire est claquée, mais en vrai, ça vient Ah non, d'un c'est pas truc de claqué, McDo ça en fait. vient... ça- Ah non, ça, il y a une Voilà. histoire derrière, c'est Ouais, ouais. authentique, quoi. C'est pas juste on cherche un nom. Ouais, mais Bagel, tu vois, ça n'a aucun sens, mais on trouvait ça cool, et après, le logo est très vite venu en tête, donc on s'est dit, voilà, ça n'a aucun sens, parce qu'on a galéré, on a réfléchi à plein de noms. Ouais. À un moment C'était donné, quoi le Bagel, dernier, enfin les deux derniers, Bagel et quoi à côté? oh, je sais plus, je sais que le nom de projet qui avait été vendu à YouTube est horrible, mais ça s'appelait, alors on n'était pas encore dans la boucle à ce moment-là, je vais remettre la faute sur les producteurs, mais ça s'appelait les Lollers. Ouais, Bagel, c'est Ah mieux, ouais. ouais. Ouais, Bagel, c'est mieux, parce que les Ouais. Lollers, ça fait vraiment le boomer qui veut vendre un truc en mode, on va vous faire loller. Et donc c'était les Lollers, et c'est devenu Studio Bagel, donc c'est un peu mieux, ouais. C'est plus quali, ouais. C'est plus quali, voilà. Et putain, ça devait être une ambiance de malade, quoi, parce C'est trop que, bien. enfin, il y a quoi? Ça fait 10 ans? Ouais, Ah, bientôt 10 ans. c'est trop cool. Tu C'est- te Tous lèves, ensemble, mais c'est incroyable. le lundi, tu fais des réunions d'écriture, t'arrives, tu dis, j'ai eu des idées ce week-end, on pourrait faire ça, C'était ça, votre ça. travail, tranquillement. Ouais. C'était- Après, c'était en mode, moi, je faisais des nuits blanches, je dormais. Je me souviens que le samedi, j'avais pas de vie sociale la première année du Studio Bagel parce que on sortait les vidéos le dimanche 18h et moi, le samedi, je finissais de monter et je dormais sur le canapé pendant que j'avais des potes qui n'étaient pas du tout dans l'audiovisuel qui me disaient, mec, on sort, on sort. J'avais 24 ans à l'époque, donc j'ai pas eu de vie étudiante à cette époque-là comme beaucoup de mes potes, mais c'était un choix et après, ouais, tu kiffes. C'est Ah, pas ouais, très kiff, grave, hein, quoi. ça a valu le coup, je pense, Ouais, hein. franchement, ouais. C'est une putain, moi, c'est une de mes plus grosses fiertés. C'est le lundi, tu arrives, tu proposes des idées, t'as des gars qui vont dire, ok, ça on prend pas, ça on pourrait l'écrire. Tu l'écris le mardi, le mercredi au jeudi, tu tournes, tu montes le vendredi, samedi, dimanche, tu diffuses, et puis il y a de la visibilité, donc tu fais un truc qui va être vu, de plus en plus vu, donc c'était trop bien. Et c'était full time ça. Il n'y avait pas d'autres Moi, la trucs à première côté. saison, c'était full time. Après, à partir de la deuxième saison, j'ai recruté d'autres réalisateurs pour essayer de récupérer un peu de vie sociale. Et puis aussi parce qu'au bout d'un moment, tu as envie de te challenger sur des trucs, de prendre un peu plus de temps pour faire des projets et tout. Parce que moi, je sais que la fin de la saison 1, à un moment donné, je réalisais quasiment 3 vidéos par semaine. Ah ouais. Parce oui. qu'il y avait les vidéos pour la chaîne. On avait aussi fait un programme court pour Le Grand Journal, pour Canal+, qui s'appelait Groom. On avait, je sais plus, j'avais fait un clip pour Yvick, pour Mister V. Enfin, entre mai et juin, j'ai réalisé beaucoup trop et au bout d'un moment, tu satures, t'as plus d'idées ou tu fais toujours les mêmes choses artistiquement. Et du coup, au bout de la saison 1, je me suis dit, bah, j'aimerais bien alterner un peu et me dire, ce sketch-là, j'aime bien, j'ai envie de le réaliser, celui-ci, je le sens un peu moins. Donc autant mettre quelqu'un qui va pouvoir, qui aura plus d'idées et qui va pouvoir le faire à fond. Donc j'ai commencé ouais, à passer le flambeau à à d'autres réalisateurs comme Théodore Bonnet, Félix Guimard. Il y a eu Tom Evrard, il y a eu Timothée Hochet, etc. Des gars qui sont depuis devenus super gros. Enfin, Timothée Hochet, par exemple, c'était un de mes premiers stagiaires au Bagel qui, depuis, a réalisé la série Calls sur Canal+, qui s'est vendue sur Apple TV.
Théo, il a réalisé plein d'autres vidéos pour Squeezie, pour McFly et Carlito, pour Cyprien, etc. Enfin, il y a eu un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit lab de réal qui ont depuis grossi de ouf et c'est trop bien. Et au niveau de tes... Enfin, il y a Studio C'est ouf, Bagel, hein. mais il y a aussi des pubs, il y a des courts-métrages, des longs-métrages. Ouais, Il y a entre-temps, ouais. des pubs pour le PSG, il y a des séries. Enfin, qu'est-ce qui te passionne le plus dans tout ça? Qu'est-ce que tu Il y kiffes a le rien plus? il y a pas un truc en particulier que j'aime. Ce que j'aime, c'est de pouvoir tout faire. Et c'est un milieu où vachement ils te disent. J'avais fait une pub pour Volkswagen. C'était un délire avec Thomas Sisley, c'était en mode course-poursuite sur un aérodrome, Mm. c'était trop bien. Il roulait vraiment ou... Et il roulait vraiment. Ouais, il y Ah, avait là, des moments, il on roulait avait la vraiment. Enfin, il question y avait là. des moments, je l'avais mis sur on appelle ça Allez, un oui. car, c'est un car travelling ou des trucs comme ça où tu mets la voiture sur une petite remorque. Et en fait, on l'a fait et il le sentait pas et ça se sentait qu'il conduisait pas vraiment. Il avait envie de rouler. Et au bout d'un moment, il a dit, viens, on prend la bagnole, on dit rien à personne. Et du coup, on s'est barré à un moment donné. Donc, les assurances n'auraient pas forcément apprécié, mais on l'a fait. Et bref, je sors de ça et il y avait plein de gens en pub qui disaient, ok, toi, tu es réalisateur voiture. À partir de maintenant, tu vas réaliser plein de pubs voitures. Parce que les gens ont besoin d'étiqueter les réals. Et moi, je trouve qu'un réal, c'est juste un mec qui raconte des histoires. Et après, il peut raconter ça sous forme de clips, de pubs, de longs, de courts, etc. Ouais. Donc moi, j'ai pas un truc en particulier que j'aime. Ce que j'aime, c'est justement de pouvoir me dire, là, je vais faire un clip. Là, récemment, j'ai fait un clip pour MyFly et Carlito. Ouais, je scroll. J'ai fait une pub voilà, pour PSG. J'ai fait une série pour Amazon. Et c'est trop bien de pouvoir se dire, je vais faire plein de trucs et je vais pas m'enfermer dans un domaine. Parce qu'à chaque fois, c'est des challenges qui sont différents. Sinon, tu Et t'es tu mort en fait. découvres ouais, plein de choses. Ouais, tu testes des trucs. C'est pas la même manière de bosser. C'est pas les mêmes mondes aussi. C'est pas les mêmes mondes. C'est pas toujours les mêmes personnes avec qui tu bosses. C'est pas les mêmes libertés. Et moi, j'aime pas m'enfermer dans un truc. Au bout d'un moment, tu te fais un peu chier artistiquement. Financièrement, t'es bien. Moi, j'ai eu beaucoup de moments où je me suis dit, financièrement, je pourrais rester là toute ma vie, je serais très bien. Mais artistiquement, t'es triste en fait. Au bout d'un moment, tu te dis, je tourne en rond, je fais toujours la même chose, c'est chiant. Si tu peux te permettre de dire, allez, j'arrête ça et je teste autre chose, t'as un petit passage à vide, une petite transition difficile, mais après, t'es bien. Comment ça se passe quand tu es réel? Parce que je pense que parfois on te propose un projet, on va te dire, Ouais, bah, je veux une pub, ouais. et là on te laisse les clés pour la créer. Mais si toi tu as envie de créer ton projet toi-même de A à Z, comment ça se passe en fait Au début, c'est difficile. En fait, je pense que moi, mes étapes, comment je les vois, c'est au début, j'étais obligé de dire quasiment oui à tout parce qu'à un moment donné, quand j'ai monté ma boîte de prod, fallait refuser pas grand-chose parce que tu as peur de perdre ton client et puis tu as peur qu'il te rappelle jamais. Donc tu acceptes un peu de tout. La première étape pour moi, c'est le moment où tu peux commencer à dire non. On a des bouchons de ouf à côté, on est en Je plein te Ouais. jure. Paris. Là, il arrête pas, lui. Je me suis dit, le mec il va arrêter de Il est klaxonner très là. très énervé. On est vendredi soir donc tout va bien. Mais voilà, moi la première étape c'était en mode de pouvoir dire non sans se dire ah putain je vais rater un client et tout. Ça c'était la première étape, mais ça restait des commandes. Et pour moi la deuxième étape c'est le moment où tu peux dire non, mais en plus commencer à réfléchir à tes propres projets. Parce que là jusqu'à maintenant j'ai beaucoup fait de commandes. Et là arrive le moment où j'ai envie maintenant de faire mes propres trucs. Bah, pour ça il faut deux choses, enfin en tout cas pour moi je pense, il faut de la visibilité. Parce que si tu fais des trucs dans ton coin mais que personne ne les regarde c'est un peu triste. Et il faut des financements. Et les deux sont un peu collés finalement, parce que pour avoir des financements, il faut avoir de la visibilité, etc. Donc là, je suis plus dans une étape où, bah, par exemple, quand j'ai sorti le livre, j'ai fait des petites chaînes YouTube à côté avec des tutos qui étaient visibles. Et en fait, la chaîne a pas mal pris. Mhm. La chaîne YouTube a pas mal pris, je m'attendais honnêtement pas à autant, mais du coup, ça me permet maintenant d'avoir une petite chaîne sur YouTube où si j'ai une idée de court-métrage, je peux le faire dessus. Parce D'accord. qu'avant, enfin, pour donner des chiffres, je devais avoir une chaîne YouTube qui devait avoir 5000, 10 000 abonnés, ce qui est déjà cool. Mais bon, YouTube, vous connaissez, quelquefois, tu fais une vidéo qui fait 100 vues, une autre qui va faire 100 000 vues, ça n'a aucun sens. Et là, avec les tutos, c'est un peu grossi, je crois, à 80 000 abonnés, un truc comme ça. Donc je me dis, si aujourd'hui j'ai une idée de court-métrage, plutôt que d'aller la proposer à d'autres personnes, comme ça pouvait être le cas avant, avec le Bagel, avec d'autres copains YouTubeurs, mais où forcément quand tu le proposes, tu as moins la main dessus, tu le perds un peu. Ouais. Bah là, tu te dis, je vais faire des trucs moi-même. Là, je suis vraiment dans la transition où j'ai envie de faire de moins en moins de commandes et de plus en plus de projets à moi. Pour ça, D'accord. le livre, je me suis dit, je le fais tout seul, mais aussi dans un souci de se challenger, de se dire, parce qu'au bout d'un moment, tu te poses la question, parce que tu travailles avec beaucoup de gens qui ont de la notoriété. Et en fait, c'est le piège de YouTube à un moment donné, c'est qu'au bout d'un moment, tu te dis, mais est-ce que les gens, ils regardent parce qu'il y a Mhm. telle star Que dedans? la lumière est sur eux, quoi. Ouais, Alors voilà. que, ouais. Enfin, est-ce qu'ils aiment vraiment mon taf en fait? C'est parce que quelquefois, tu te dis, mais en fait, je pourrais faire de la merde. Ils sont tellement fans de ce youtubeur que Qu'ils peu kifferont quand importe. même. Et du coup, tu te remets pas du tout en question et c'est un piège parce que du coup, et même quand tu postes enfin, tu te rends compte que quelquefois, tu as tellement d'abonnés. Je parle pas pour moi, mais pour les gens avec qui je peux bosser.
tellement d'abonnés que le truc, dans tous les cas, qu'il soit bien ou mauvais, il va marcher. Bon, il y aura des commentaires et tout, mais il va marcher. Et du coup, au bout d'un moment, tu te dis, maintenant, j'ai envie de faire des trucs où c'est la responsabilité de enfin, la réussite du truc va dépendre que de moi. J'ai envie de me Tu te challenger et mets en voir. danger un peu, ouais. Ouais, ouais. Bah Du ouais. coup, j'ai fait ce livre. Je me disais, bah, s'il y a 5 personnes qui l'achètent, je suis déjà content. Ça a explosé, ça m'a rassuré, j'ai eu confiance en moi, donc c'est cool. J'avais fait une série, j'étais parti en Thaïlande suivre un mec qui, pendant 7 jours, apprend la boxe thaï et à la fin doit affronter un champion. On l'a fait, c'était sur la chaîne de JQ, ils avaient 30 000 abonnés, c'était en mode putain. Alors c'est horrible à dire parce que moi, c'est la première fois que je bossais pour une chaîne qui avait aussi peu d'abonnés, alors que je sais qu'il y en a plein qui débutent et qui disent 30 000, c'est déjà très bien. Mais pour moi, c'était un truc de 30 000. Bah, c'est ce truc que quand 30 tu 000. t'habitues, c'est horrible, ça fait très prétentieux, Ah mais ouais, non, mais c'est ça, c'est ouais. factuel. Oui. C'est que quand tu t'habitues à travailler avec des gros youtubeurs, Bagel, c'est 3 millions d'abonnés. Quand tu travailles avec McFly et Carlito, c'est 6, 7 6,5 millions, je sais pas quoi. ou 7, ouais, peut-être. Quand tu postes la vidéo, tu es habitué à avoir 200 000, 300 000 vues directes, de voir Tu sais tout de suite, c'est un ouais. truc en mode voilà. Et c'est limite pas trop facile, mais tu te dis c'est devenu normal. Alors que quand tu vas faire une série sur une chaîne qui a 30 000 abonnés, tu te dis ok, là maintenant je vais vraiment être testé. On Tu va vas tout de vraiment suite voir. savoir si ça a marché ou Voilà, pas, on en va fait. vraiment voir si ça marche Ouais. réellement. Et en l'occurrence, ça a très bien marché, donc je me suis dit, ok, je peux faire des trucs tout seul sans avoir des têtes d'affiche. Ils vont quand même aimer parce que peut-être que je réalise bien, tu vois. Parce qu'il faut aussi se remettre tout le temps en question dans ce métier. Et quand tu fais trop de trucs avec des gens trop connus, bah tu ne peux pas te remettre en question parce que le truc va marcher dans tous les cas. Donc, enfin, marcher façon de parler, marcher en visibilité. Oui, Donc, Ouais. quelquefois, tu te fais défoncer parce que le truc est pas bien, mais en général, c'est eux qui prennent dans la gueule, c'est les têtes d'affiche qui prennent dans la gueule, et c'est pas le réel derrière. Et en donné, si tu veux être réel, il faut aussi te remettre en question toi. Mhm. et du coup, t'écrivais pratiquement tout le texte ou il y avait vraiment une réflexion avec tout le monde et Ah oui, tu parles pas pour les livres, ouais, avec les pour les. personnes avec qui tu travaillais. Alors, moi, je suis pas auteur, mais j'ai appris à écrire au fur et à mesure. Et ce qui se passait au studio Bagel, par exemple, ce qui se passait, c'était, alors, pas forcément la saison 1, parce que la saison 1, ça allait très vite, on n'avait pas forcément le temps de se poser et d'écrire, mais à partir de la saison 2, ce qu'on faisait, c'est que on laissait les auteurs, comédiens écrire. Et moi, très vite, j'intervenais et on faisait une version auteur et une version réelle, dans le sens où moi, j'arrivais et j'allais dire, ah, ça, ce serait mieux de le faire comme ça, comme ça, comme ça. Il y avait un sketch comme ça, c'était Le Dernier Verre avec Alison Wheeler, où c'est tout un truc où Alison ramène Jérôme en bas de chez elle et elle hésite, elle se dit, est-ce que je le fais monter, est-ce que je le fais pas monter et tout, elle hésite. Et elle, dans sa tête, ce qu'elle avait écrit, c'était en mode, et là, on pourrait rentrer dans l'œil d'Alison, on se retrouve sur un ring de boxe, et il y a sa conscience qui se bat avec son instinct ou un truc comme ça, et qui essaie de se battre en mode, ok, on le fait monter, non, on le fait pas monter. Et donc ça, c'était la V1 du texte. Et à partir de la version réelle, on va dire, moi je le lis et je me dis, ah, le coup de la boxe et tout, je l'ai déjà un peu trop vu. Ce qu'on pourrait faire, c'est au moment où tu hésites, le temps se fige et il y a tes clones à toi qui arrivent dans la scène alors Mhm. que toi tu es figé. Et donc là, à partir de là, elle a dit, ah, c'est cool, on va réécrire en fonction de ça. Ok. Donc moi, j'interviens à ce moment-là. Quelquefois, j'ai écrit des sketchs pour le bagel et quelquefois, j'interviens dès le début, ou enfin, je dis du bagel, mais ça peut être avec d'autres personnes, où j'interviens dès le début parce que j'ai une idée aussi, ou quelquefois, je vais laisser les auteurs bosser et je vais, tout en donnant peut-être des petites directives si je pense à des trucs, parce que il y avait aussi ce truc, c'est qu'ils avaient tendance à se restreindre un peu en se disant, mais on n'aura pas le budget. Et c'est là où moi j'arrivais, je disais, franchement, écrit, on Une trouvera une bidouille, bidouille, on on fera. trouvera une bidouille. C'était moi, il y avait des sketchs comme ça où quelquefois je me souviens d'un sketch de Kemar. Il avait écrit, ça s'appelait L'ultime recours, et ça part en couille, ça part, il y a une fusée, il y a un hélico et tout. Et Marc, en fait, ce qu'il faisait dans son script, c'est qu'il mettait un truc et entre parenthèses, il disait bidouille de Ludoc. En mode, voilà, si la Ah, prod il le se lit, débrouillera. voilà, c'était un truc comme ça en mode, bon, bah, il se démerdera. Il prendra un Playmobil, il le Voilà. fera. Alors au début, c'est marrant. Moi, je lisais les scripts, je disais ah, le bâtard. Donc je trouvais ça drôle. Et c'est forcément avec le temps, tu dis bon, là j'ai envie de moins en moins bidouiller, j'ai envie d'avoir du budget à en donner. Donc ça faisait partie du jeu. Mais il y avait ça au début, c'était ne pas se restreindre. Et il y a le passage du réal qui arrive et qui dit ça c'est cool, mais je le verrai plus comme ça. Et du coup, si on le fait comme ça, peut-être qu'il faudrait réécrire ça, etc. Saison 1, c'était un peu trop speed pour ça. C'était on écrivait, on tournait. Saison 2, on essayait d'en faire un peu moins et de se poser un peu plus pour justement qu'il y ait une réflexion de réal, de production, etc. Est-ce que tu arrivais à vraiment ce que tu imaginais dans ta tête, Ouais. le rendre à l'écran ou c'était toujours En légèrement fait, différent? plus ça va, plus j'y arrive. D'accord. Mais au début, et les tout premiers trucs que tu fais, en général, c'est tu visualises, tu te dis, je suis un génie, je vais faire des trucs de ouf. Et c'est de la merde de ouf ce que tu fais, c'est des brouillons, c'est vraiment dégueulasse. Mais plus ça va, plus tu commences à arriver à faire ce que tu visualises. Mais ça, c'est en mode, moi, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Et là, je commence à arriver à obtenir ce que je visualise. Mais ça, c'est avec de l'expérience, avec du budget, Ouais. avec tout ça. Mais non, non, au début, ouais, tu visualises des trucs de ouf. Et une fois sur. En fait,
quand tu es réel, il y a trois temps vraiment dans la réalisation. Alors, peut-être un 4 temps si tu participes à l'écriture, mais sinon, c'est la prépa, le tournage et le montage, on va dire. La prépa et le montage, c'est vraiment les parties un peu plus cool parce que la prépa, c'est tu prépares, tu repères des décors, les castings, les costumes, tu visualises le truc, ça va être trop bien. Et le montage, c'est ok, on a tourné, maintenant on peut tout faire parce qu'avec les logiciels de montage, tu peux tout faire. Et le tournage, c'est que des putains d'imprévus. C'est t'arrives, t'as un acteur qui est en retard, il y a la météo qui est pas bonne, il y a un costume qui est en retard, il y a que des galères, etc. Donc, ce que tu visualises, il va de toute façon falloir l'adapter à un moment donné. Et c'est évidemment à la prépa que tu commences à le faire un peu parce que ouais, budget et tout, c'est un peu au montage, mais c'est surtout au tournage que tu es en mode Effectivement, avec le ah budget. putain, Sur le ça je le terrain, visualisais, ouais. comment je vais faire pour le changer, etc. Donc, Oui, c'est avec le budget, par exemple, tu te dis, ah bah il va pleuvoir et je suis ouais, certain ouais. qu'il pleuvra. Mais avec le temps, tu apprends au fur et à T'as une mesure option B, quoi. ouais. Et surtout, c'est pour ça que je suis content moi, d'avoir commencé très tôt, c'est que toutes ces petites galères-là, je les ai déjà vécues très, très jeune. Et du coup, quand il y a ça qui arrive, je me dis ça, je l'ai déjà vécu, voilà comment je l'ai réglé, bon bah je vais faire la même chose ici, etc. Ok. Et Tu apprends à anticiper tout ça en fait. par rapport à ce projet que tu voudrais un peu te détacher de tous les grands youtubeurs pour faire pour avancer sur ton propre projet, tu as une idée déjà? Il y a quelque chose que tu pourrais nous raconter un petit peu ou... Euh, En fait, la difficulté, c'est. Moi, mon but, c'est pas de me détacher des youtubeurs, mais c'est plus d'arriver à m'affirmer moi tout seul. Et après, je continue de bosser toujours avec des copains youtubeurs parce qu'il y a des coups de cœur de ouf. Je scroll de McFly Carito, je me suis dit, le son, il y a moyen de faire un truc marrant. Et les deux, ils sont fous, donc il y a vraiment moyen de faire un truc marrant. Mais j'essaie en effet d'avoir de plus en plus de temps pour moi pour faire des trucs perso. La difficulté, c'est que c'est forcément, on parle de ça, du long métrage. En tant que réalisateur, tu as toujours envie, au bout d'un moment, de faire un long métrage. Quand j'étais jeune, je voulais faire un long métrage au cinéma. Aujourd'hui, je me dis, je veux faire un long métrage tout court. S'il est au cinéma ou sur Netflix, franchement, ça, non mais Oui, ça aujourd'hui, revient au même. oui. Non mais ça revient. Ah Enfin, oui, c'est en mode si on me donne le choix, c'est. j'hésiterais parce que je consomme maintenant plus sur des Netflix, sur des Amazon, sur des Disney ou autres qu'au cinéma. C'est malheureux à dire, mais c'est un peu vrai. Du coup, donc ça, c'est en effet l'objectif ultime. Le truc, c'est que tu peux pas passer de réalisateur de vidéos YouTube à réalisateur de long métrage parce que bah, il faut que les gars qui mettent des sous, et on parle de millions, ils aient un peu confiance pour te faire un chèque de plusieurs millions de budget. Donc ils vont pas te dire, et ça c'est Et normal. avec les petites bidouilles, on peut pas faire un long métrage. Ouais, ouais, mais c'est ça le piège aussi, c'est qu'il faut arriver. C'est ça, dans les étapes de réal, il y avait ce truc de, il faut arriver à dire non à un moment donné, mais il faut aussi arriver à s'affirmer parce que au tout début, quand tu commences, les gens t'appellent parce que tu n'es pas cher. Pas parce que tu as du talent, mais parce que tu n'es pas cher. Ça fait partie du jeu. Mhm. Moi, quand j'ai monté ma boîte de prod, on faisait beaucoup de clips. Il y avait à l'époque les premiers Canon 5D, Canon 7D qui arrivaient, donc ça détruisait l'industrie parce que tu arrivais avec un appareil qui coûtait pas grand-chose, 2000 euros, 2500 euros, qui faisait des images de caméras qui avaient 50 000, 60 000 euros. Donc nous, on détruisait tous les budgets, on divisait par 3. Et c'est pour ça que les gens nous contactaient. Et donc tu avais un moment donné où on disait, bon allez, maintenant, il faut nous payer les vrais prix parce qu'on a évolué, je pense qu'on a un peu de talent, il faudrait nous écouter et tout. Et c'est la même chose au cinéma, en fait. Tu te dis, si je vais faire un film au cinéma, c'est pas pour me retrouver à faire des bidouilles comme ce que je fais Mais sur YouTube. mais les boîtes de prod, etc., qui mettent un chèque sur la table pour Ouais. une grosse prod, eux, ils ont toujours cette vision que YouTube, c'est pour les jeunes, etc. Il y a Non, toujours c'est ça? pas. Alors, il y a peut-être un peu de ça, franchement. Non, je pense que ça a évolué. Mais c'est plus ce truc de. En vrai, tu te mets à la place d'un Netflix ou d'un Gaumont ou de je sais pas quoi. Tu vas pas donner 4-5 millions à un mec dont la vidéo la plus longue qu'il a pu faire, c'est un 3 minutes sur YouTube. Donc, Mhm. je pense qu'il faut y aller par étapes. Moi, typiquement, mon schéma, ça a été ok, j'ai fait beaucoup de vidéos sur YouTube, ça a marché, mais c'est pas pour autant, c'est pas parce que j'ai fait des millions de vues sur YouTube que on va me dire, t'es réalisateur de long métrage, on va te donner plein de sous et tout. Là, ce que j'ai fait, par exemple, j'ai fait une série sur Amazon, j'ai fait 2 saisons, c'est 6 épisodes de 20 minutes, il y a déjà un peu plus de budget, c'est un mois et demi de tournage, donc c'est déjà, t'apprends à. Parce que réaliser une vidéo sur 2 jours, 3 jours, c'est différent que de réaliser sur plusieurs semaines, parce qu'il faut tenir les 5-6 semaines, il faut du management de tes équipes, etc., parce que c'est des grosses aventures. Et du coup, moi, c'est plus ça, les étapes, c'est ok, j'ai fini de réaliser, enfin, j'ai pas fini, mais j'essaie de calmer le jeu sur YouTube. Maintenant, je vais faire des projets un peu plus longs. J'ai fait une série sur Amazon, etc. Donc maintenant, peut-être que je peux aller voir un Netflix, un Gaumont, un UGC, un Amazon, un Apple ou je sais pas quoi en disant voilà, moi je suis réalisateur, j'ai déjà fait ça sur Amazon. Donc j'ai déjà fait des projets comme ça qui ont, je peux pas dire les budgets, mais qui ont quand C'est même un pas mal de budget. tremplin, ouais, c'est un Bah tremplin ça pour... rassure le ouais, gars qui met des sous parce qu'il bah se ouais, dit on lui a donné tant de sous et il a réussi à faire ça qui est plutôt cool, donc ça va. Parce que tu ok. passes vraiment, enfin tu parles là de budget
7 chiffres pour des Amazon et compagnie. Ouais. Millions, on va dire des millions. J'essaie de tourner autour du pot, mais on va dire des millions en budget. À des budgets nous, au Bagel, les premiers budgets, ça devait être 2000 euros la vidéo, ensuite c'était 5000, ensuite c'était 10, 15, 20 000. On était à perte complètement, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on a été approché par Canal+, et on a rejoint Canal+, parce que le business du studio Bagel, c'était vraiment déficitaire de ouf. C'est que ça coûtait plus cher à faire, et ça nous rapportait très peu. Mais à côté, ça permettait d'être un tremplin pour des nouveaux talents. C'était un talent, Mais bah YouTube, ouais. à On ce testait des moment-là, vous formats. payez pas. La saison 1, ils payaient, et à partir de la saison 2, ils ont arrêté Et de du coup, payer. les vues ne suffisaient pas. Bah non, parce qu'en fait, tu sais, il y a ce truc de tu fais 1 million de vues, ça fait à peu près, ça c'était à l'époque et ça change tout le temps, mais 1 million de vues en revenus publicitaires, c'est 1000 $, on va Avec dire. le CPM, ouais, tout est mort. Et Ouais, le clairement, CPM était nous, nos mort. vidéos, elles faisaient 3-4 millions de vues en moyenne. Ça fait 3-4 000 euros, 3-4 000 $ même. C'est pas suffisant pour Ah oui, oui. payer un truc correct. Donc, il fallait des fonds à côté. Non, Et, surtout que vous et étiez beaucoup. on était beaucoup. Et puis surtout, nous, on sponsorisait pas non plus sur Studio Bagel. On n'a pas dû sponsoriser une seule vidéo. C'était plus une vitrine en fait. C'était une vitrine, c'était un de lab. Et talent, surtout, aujourd'hui ils sont tous énormes, quoi. ouais, et pour Canal, c'était trop bien parce que du coup, on testait des formats en ligne. Typiquement, alors à l'époque, quand on l'a fait, c'était pas dans ce but-là, mais c'est ce qui s'est passé après. Les tutos, on a fait d'abord 2 tutos sur la chaîne Studio Bagel. Ça a cartonné. Et c'est comme ça que l'année d'après, on a fait les tutos au Grand Les Journal. tutos du miel. Ouais. Voilà. Et après, on avait des petits formats. Ils disaient, ah, on aime bien ce format, on pourrait le faire au Grand Journal, on pourrait le faire sur Canal, C'était des trucs comme ça. une bêta en fait sur YouTube Une et bêta, on ensuite teste. Et puis même nous, on arrivait un peu en position de force parce qu'on disait, les tutos, si on l'avait pas diffusé sur YouTube et si ça avait pas marché, jamais on l'aurait vendu à Canal. Parce qu'un mec qui arrive, salut bande de salopes, à 20h, 20h30 ouais. au Grand Journal, jamais Canal ils mettent des sous pour te l'acheter. Ils avaient besoin d'avoir le. Ouais, voilà, mais ça avait cartonné sur YouTube. Ça faisait à l'époque 7-8 millions et c'était vraiment énorme. Ils se sont dit, ok, ça marchait là, donc on le teste. Et du coup, nous, c'était un lab en fait. On s'amusait, on faisait des trucs. On savait qu'on était déficitaire et que on gagnait notre vie, mais c'est pas non plus un truc, on n'allait pas devenir millionnaire grâce à ça. C'était pas un endroit où on allait gagner des sous, mais c'est un endroit où on allait faire plein de tests, Et on allait kiffer s'amuser. aussi. Et kiffer, c'est sûr. Et Ça, c'est c'est sûr. parti quand même. Ouais, tu bosses avec tes potes, etc. Mais il faut pas rentrer dans ce confort aussi. Enfin, il faut kiffer, évidemment, mais il faut aussi, toujours ce que je dis, se remettre en question à un moment donné et ne pas oublier que. Enfin, pas tomber dans cette facilité, quoi. Parce que oui, sinon, on aurait pu continuer très longtemps comme ça, mais au bout d'un moment, tu as envie de faire des trucs un peu différents et grossiers et tout. Et niveau thématique dans tes projets à toi, ce que tu aimerais faire, ça serait plutôt quoi? Moi, il y a De la deux fiction, thématiques. Alors, fiction. Moi, c'est Ouais. mon truc, la fiction. J'ai fait un peu de docu, mais c'est moins mon truc parce que j'aimais bien le challenge. Je me suis dit, j'ai jamais fait de docu, j'ai envie de faire un docu, j'ai envie un jour de faire un docu. Bon, si je continue sur cette logique, j'ai fait des clips, des pubs et tout, je vais finir par faire du porno parce que c'est le seul truc qui me manque. Faut pas que je dise ça, vraiment, je le ferai pas. Oh, non, vraiment pas. Mais donc j'ai fait un peu de docu, j'ai bien aimé, mais c'est pas le truc dans lequel j'ai envie de me spécialiser. La fiction, c'est vraiment mon truc parce que tu prends le temps d'installer, tu diriges tes comédiens, tu as le temps l'esthétique de l'image, c'est super important pour moi, donc vraiment tu as le temps. Donc fiction évidemment. Après, moi, il y a 2 styles que j'aime bien qui sont l'anticipation, les films un peu à la Nolan, à la Nolan, David ouais. Fincher, etc. Mhm. Et la comédie d'action, plus à la Edgar Wright, les Hot Fuzz, les Shaun of the Dead, les films où vraiment où tu sens que la réal est là, où c'est pas juste, parce qu'il y a ce que j'appelle moi de la comédie sociale, type les Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Le Prénom, où c'est plus des huis clos, où l'humour est basé sur le dialogue. Moi j'aime D'accord. bien quand l'humour est basé sur la situation ou sur la réal, où ça appuie un L'image peu, aussi, ouais. et sur l'image. Et c'est pour ça que les Edgar Wright, c'est parfait pour ça. Après maintenant, aujourd'hui, j'ai écrit une série d'anticipation avec des potes il y a 2-3 ans, notamment avec Timothée Hochet, avec Raphaël Descraques, si certains les connaissent. Notamment aussi avec, je vais dire les prénoms des autres, sinon ça se fait pas, mais avec Jules Fou et avec Robinson Latour. Ok. Robinson qui était directeur d'écriture aussi du Studio Bagel. On a écrit une série d'anticipation qui est trop bien, je garde dans le tiroir pour me dire un jour je la ferai. Mais là aujourd'hui, si je vais voir un gros distributeur type Netflix et autres, je pense pas que je vais essayer de leur vendre une série d'anticipation en sachant que je n'ai jamais fait d'anticipation de ma vie. D'accord. Déjà, ils vont me dire, frérot, t'as jamais fait ça, donc on va pas te donner des sous pour ça. Et même moi, j'ai pas la maturité et l'expérience pour faire ça. Mais du coup, à côté, là, je bosse sur un long métrage qui est plus une comédie d'action. Et là, je me dis, là, j'ai un peu plus. J'en ai fait plein, des mini-comédies d'action sous forme de court-métrage avec le bagel, en pub, etc. Donc voilà, les 2 styles que j'aime bien, c'est l'anticipation, que j'espère un jour faire, et la comédie d'action, que j'ai déjà un peu fait en format court et que j'aimerais faire en format long. Je me dis, c'est plus là l'étape. Moi, c'est en mode le schéma, c'est si ça marche, ce serait stylé de retrouver ce passage du podcast où je parle de ça. C'est en mode, putain, le mec, On va faire un cut. On va le faire mec un avait cut. tout prévu, et en fait, cut dans 5 ans, je suis sous le pont neuf en galère, etc. On verra, on sait pas.
Mais le schéma, c'est en mode tu sors de YouTube, tu commences à faire tes preuves pour dire je peux faire des budgets un peu plus gros avec Amazon, etc. Ensuite, j'aimerais faire un long métrage plus comédie d'action. Et si ça marche, bah, essayer derrière d'aller faire des trucs un peu Anticipation, différents, ouais. type anticipation, etc. Ils sont obligés de te valider en faire ces étapes-là parce qu'il y a tellement Ouais, d'argent sur c'est la table rageant que. et Ouais. frustrant de ouf, mais en vrai, quand tu te mets à leur place, tu peux comprendre aussi parce que c'est beaucoup d'argent et il y a de moins en moins de prise de risque, en tout cas au cinéma. C'est ce que j'aime avec les plateformes, avec Netflix, Amazon et compagnie, c'est que tu as plus de films de genre où tu as des films qui ont marché sur, on va dire Netflix par exemple, qui ont marché sur Netflix mais qui n'auraient pas marché au cinéma. Enfin, selon moi. Par exemple, Balle perdue, ça a cartonné sur Netflix, même à l'international et tout. Franchement, je sais pas si le même film au cinéma, il serait allé parce que c'est pas les mêmes générations. C'est pas la même chose. C'est pas un film que ma mère serait allée voir au cinéma, par exemple. Alors que, parce que c'est pas les mêmes générations, c'est pas la même façon. Et le cinéma, j'ai l'impression qu'il est en train de mourir. Et le confinement n'a pas aidé, mais il y a ce côté. C'est dommage, enfin, c'est super C'est dommage. dommage, mais c'est inévitable dans le Ouais. sens où c'est un peu comme la télé et le web quand la télé a commencé à perdre du terrain. En C'est fait, que ouais, en fait, moi, ce que je trouve qui est dans le cinéma par rapport à aujourd'hui, ce qu'on a de différent, c'est qu'on ouais, ne sélectionne pas. On est obligé d'aller à une séance. Alors que sur ouais, Netflix, on est là, on est maître en fait bah, du truc. franchement, c'est comme la télé. C'est comme te dire, putain, il faut que je sois à 21h devant TF1 Exactement, pour voir ouais. le film. Ouais. À 21h05, j'ai envie de le voir, d'être tranquille, de ne pas avoir raté les 5 premières minutes, d'être proactif en fait. C'est la même chose au cinéma, moi j'ai envie de voir un film, mais c'est uniquement à 10h20 ou à 18h. Si c'est 10 minutes après, je suis baisé. Ça va me coûter cher, parce que ça coûte cher maintenant le cinéma. Tu vas t'asseoir dans un endroit, tu vas peut-être pas être au bon angle, il va peut-être y avoir un connard à gauche qui va bouffer des Ouais. pop-corn. Ouais. Alors que tu es chez toi, tu as la fibre, tu as un écran qui est maintenant Tu coûte peux pas très avoir. cher et tu as de la 4K facile, tu as des bonnes enceintes. Donc en vrai, c'est inévitable et c'est compréhensible. Je pense que le cinéma à long terme, ça sera juste des films à spectacle, c'est les Les gros blockbusters. blockbusters, quoi, ouais. C'est les trucs Genre où tu as une Spider-Man, expérience, enfin voilà, là, tu as oui. une expérience cinématographique, mais les films à plus petit budget, où il y a moins l'expérience cinématographique qui est importante, parce que ça va être des films plus peut-être des petites comédies ou des films d'auteur, etc., que tu Tu peux le regardes chez regarder toi, quoi. sur Bah ton oui. rétro-proche chez toi, et ça fait pas rien, je suis en train de tout casser. Désolé Buzz. Je pense que ça c'est inévitable. Et c'est triste, hein. Moi en plus j'habite dans un quartier, le mec qui place qu'il habite dans un beau quartier, mais j'habite à Odéon, et j'ai même pas fait exprès, je viens d'y penser, hein. Ouais, Mais j'habite à Odéon et il y a plein de vieilles salles, et il y en a plein qui sont en train de fermer. C'est un quartier où tu as des salles de cinéma qui vont diffuser des vieux films. Ah, je regardais, il y a un théâtre, c'est des vieux théâtres qui vont diffuser encore Pulp Fiction, des vieux films et tout. Et j'ai peur que Après, ça c'est une ferme au fur et à mesure. certaine catégorie de personnes qui iront voir ce film. Oui, oui, c'est ça, mais j'ai l'impression, ou même les films à plus petit budget ou qui ont de moins en moins de gens vont se déplacer. Moi, j'avais vu un article comme ça aux États-Unis sur Variety, qui est quand même un gros média sur place, qui disait, un sondage qui disait, OK, il y a un nouveau film qui sort, vous préférez aller le voir chez vous ou au cinéma? 85% des gens, c'était chez moi. Avec le Covid, ouais, c'est sûr que les Bah, gens, en fait, ils ont pas envie d'être avec le d'autres Covid, personnes. il a Il a confirmé. amplifié, C'est-à-dire ouais. qu'avant, ça s'accélérait parce que le prix, parce que tout ça. Et le Covid, ça a confirmé que c'était possible. Et c'est pour ça que depuis, tous les Disney, tous les HBO, tous les trucs, ils se disent, OK, bah, en fait, Plateforme. plateforme, en fait, c'est carrément plus simple. Ça sort en simultané ou ça sort un petit peu. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'avec des avancées technologiques avec le Avatar 2, là, je sais pas ce qu'il prépare Cameron. Je sais pas, mais la Peut-être. 3D, elle a pas duré. Là, aujourd'hui, t'as plus de Ouais. films en 3D, Il c'est voulait de fini. la 3D sans lunettes, je crois, avant de lancer. Enfin, il Ouais, y avait ouais. J'ai pas l'impression que la 3D. Mais ça, c'est le truc, c'est au cinéma, il y a souvent eu ça. Il y a eu le côté. Tous les gens allaient au cinéma. Dans les années 50, quand il y a la télé qui est arrivée, les gens n'allaient plus au cinéma, ils restaient chez eux. Donc ils se sont dit, OK, il faut trouver un truc, une nouvelle expérience. C'était OK, le cinémascope. C'est le format allongé quand tu vas au cinéma. Et là, tout d'un coup, tous les gens sont allés au cinéma, il y a une nouvelle expérience. Et puis après, il y a des grandes télés qui sont arrivées avec le format cinémascope. OK, il faut trouver quelque chose d'autre. Le Là, IMAX. voilà, le IMAX, la 3D. Et puis les maintenant, télés Non, incurvées avec les la chaises des Max catastrophe. ou je sais pas ouais, les quoi là. trucs, les 4DX, 4DX, ouais. les trucs comme ça. 4DX, Et là, ouais. maintenant, c'est en mode, bah, qu'est-ce qu'il faut trouver? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Et en vrai, à un moment donné, enfin, C'est une course sans fin. l'expérience, Ouais. quand tu es chez toi avec un écran de ouf, incurvé, avec des. Tu peux avoir la 3D chez toi, c'est. Moi, le C'est- plus important, c'est quelle est l'histoire. Est-ce que l'histoire, elle est bonne? Est-ce que c'est ça qui va faire déplacer les gens, je pense, avant le caractère Et le technologique, tarif il arrive aussi, c'est après. vrai que Et le c'est. tarif, c'est violent, hein. Je sais pas, quand t'es ado, Moi, quand tu j'allais gagnes pas au beaucoup, ciné quand j'étais t'es foutu, petit, quoi. j'allais à Montparnasse. Pareil, il y a plein de cinémas. Et je pense que ça coûtait 4-5 € la place de cinéma. C'est les souvenirs que j'ai, ouais. Moi, j'allais à Ouais, Bercy, moi. 90 ou un truc À comme Bercy, ça. c'était 4,90. ouais, C'était voilà, c'est Créteil. ça. Et moi, j'y allais, en fait, j'avais mes potes tous les samedis matins ou tous les dimanches matins, on allait au Gaumont-Parnasse ou au Bretagne à Montparnasse. Gros souvenir là-bas. Mais vraiment, tous les week-ends, je me butais au film et ça coûtait ouais, 4 €, 5 €. Aujourd'hui, c'est 12 €, 13 Si euros. tu prends les popcorn, t'es Bah foutu. après, Et ouais, et le T'en as même pour prix, 30, on a plus 40 de balles. 26 ans.
Oui, mais le même prix, à 9 euros, tu as abonnement Netflix et tu as accès à plein de trucs. Enfin, C'est ça, ouais. il y a un problème là-dessus aussi. Et je pense que. Je sais pas si c'est possible de Mais se c'est remettre en ouf de question se et de dire baisser que tout ça, plus mais tard, il y aura des générations qui ne connaîtront pas ça. C'est incroyable. je pense que le grand écran aura toujours sa place pour des expériences vraiment. Bah, c'est les gros films, les Avengers et compagnie, où t'en prends plein la gueule. Mais ça va être peut-être que des grosses salles type IMAX ou des trucs comme ça. Il y aura moins de petits trucs plus Il y a intimistes. même un phénomène de scène en fait, parce que ils gueulent dans la salle, les gens, Ouais, ils ouais. sont tellement émus. Enfin, quand il y a les sessions au Grand Rex, etc., Ouais, il y a une ambiance dans la salle en de plus fait. en plus à l'américaine. Moi, je suis allé au cinéma aux États-Unis et c'est des Ça ouf. gueule. Ah ouais, c'est des ouf. Déjà, Ouais. les salles, enfin à New York en tout cas, les salles de ciné, c'est un truc de ouf. C'est vraiment ultra bien placé, tu t'en prends plein la gueule. Je suis allé voir, film pas ouf du tout, mais en fait, les conditions font que je suis allé voir Fast and Furious avec The Rock et Jason Statham. Parce que je sais plus quel numéro, on s'en fout, mais d'ailleurs, c'est même pas un numéro, c'est un truc à part. Le film est vraiment pas ouf, mais en fait, tu vis une expérience de ouf. En fait, tu te marres parce que tu t'en prends plein la gueule, le son il est ouf, les sièges qui tremblent, tous les gens se marrent, t'es dans une expérience, tu kiffes. Mm. Ils arrivent à rendre un film cool juste par les conditions de Ouais, visionnage et c'est vrai. ça c'est assez fort. Alors que le même film dans une petite salle à Odéon ou à Paris, tu dis ouais c'est pas ouf. Et Donc, du coup, les mecs sont un peu obligés de pousser les effets spéciaux et tous, ouais, enfin, ouais, il y a Il un y peu a de ça, ça. mais je en pense que mettre plein les yeux, quoi. aussi l'important, c'est qu'il y a du monde dans la pièce. Par exemple, s'il y avait Paranormal Activity que j'avais regardé au cinéma, Ouais. on faisait crier au cinéma. Je sais que si j'étais chez moi, je l'aurais trouvé ennuyeux le film. En Ouais, fait, ouais, bah j'aurais sauf été. si tu te fais un Netflix and chill avec plein de potes, Oui. enfin, façon de parler Je- Netflix and chill, je- parce que là on part sur petite partouze devant Petite Netflix, un partouze peu de chelou. Netflix. Non, mais tu peux le faire. Moi, les Game of Thrones, j'ai fait ça avec des potes, on se matait les derniers Game of Thrones tout en borne, et c'était tout aussi kiffant que d'être dans une salle de ciné, parce Ouais. que tu le mets à l'heure que tu veux, t'es placé comme tu veux, tu te marres avec tes potes, etc. Donc il peut y avoir ce genre de choses aussi. Oui, C'est des nouveaux usages, ouais. C'est des Ouais, nouveaux voilà. usages. Mais c'est comme tout, hein, YouTube, quand nous on balançait des vidéos sur YouTube. En fait, les consommations changent, mais ça changera toujours. Nous, sur YouTube, à l'époque du bagel, ou même à l'époque de. C'est la même époque de Golden Moustache et tout. C'est l'époque où les fictions et les petits courts-métrages avaient leur place de ouf. Aujourd'hui, la consommation, elle a complètement changé. Les fictions sur YouTube, ça marche plus du tout. Parce que la consommation a changé, parce que les gens maintenant, ils regardent des vidéos dans le métro avec un son dégueulasse, où ils s'en foutent, parce qu'ils vont regarder du divertissement, des vlogs et tout, où ils regardent la vidéo en x1, 1.5 ou 2, où ils le regardent, limite, ils sont en train de faire à manger pendant qu'il y a juste le son derrière. C'est un Et ça, podcast, le truc, et ouais. ça, c'est pas des conditions pour regarder de la fiction, c'est des conditions pour regarder. Moi, j'ai aucun jugement sur ce qui se fait aujourd'hui, parce que je kiffe, je regarde des vidéos Michou, Inoxtag, McFly et Carlito, je kiffe autant parce que ça reste du divertissement, mais c'est sûr que je les regarde pas de la même manière que si je regardais un court-métrage. Un court-métrage, c'est tu t'assois, tu regardes, tu as le son, etc., et tu veux rien rater. Une vidéo je vais citer Inox ou Michou par exemple, tu peux parfaitement en donner, être sur ton téléphone, te faire à manger, tu continues d'écouter, c'est moins grave. Donc c'est ça, la consommation a changé. Et c'est le cas sur YouTube, comme ça peut être le cas au cinéma, comme ça peut être le cas à la télé, c'est tout ça. Parce Et que sur YouTube, il y a beaucoup de, on va dire, de séries, de choses comme ça qui... De moins en moins, parce que c'est de moins en moins regardé, donc c'est plus difficile à. En fait, tu passes beaucoup de temps pour un truc qui va être Donc il très manque peu une vu, quoi. plateforme qui fait ça. Il manque une. Ouais, en fait, je me pose la question de est-ce que le jour où Netflix et Amazon sortiront des formats ou feront des petites séries de 10 minutes, des 6 fois 10 minutes, des trucs comme ça, peut-être que là ça deviendra intéressant et je me demande pourquoi ils le lancent. C'est peut-être que ça existe déjà, mais c'est les petits formats où tu regardes entre quand tu vas à l'école ou quand tu vas à ton cours ou je sais pas quoi dans le métro, où tu te regardes un 10-12 minutes. Parce que là, actuellement, les formats en général, les formats télé, c'est soit des 20-25 minutes, soit des 40-50 minutes. Mais j'ai pas vu beaucoup de séries qui ont des formats plus courts, des 10-15 minutes. Et le jour où Netflix, Amazon et autres plateformes sortiront ça, peut-être que les petits courts-métrages et fictions qui sont sur YouTube auront leur place sur Netflix. Et ça va peut-être, migrer, comme à l'époque de Dailymotion vers ouais, YouTube, ouais. quoi. Et peut-être qu'ils appelleront les gens qui font des courts-métrages sur YouTube pour faire ça, parce que pour le coup, ils auront leur place. Parce que là, c'est vrai que le tremplin YouTube, Netflix, il est quand même assez violent parce que tu passes de faire des petits courts-métrages de 5-10 minutes à minimum 20-25, minimum 40-50. C'est pas la même écriture, c'est pas la même structure. Mais bon, on verra, hein, mais On je vais parlait pas commencer de à donner des conseils à Netflix, mais ce serait cool que ce genre de format arrive. Netflix, si vous voyez Voilà, cette vidéo. n'hésitez pas. Euh, on parlait des grosses prods, etc. On regardait une vidéo à toi et t'étais en cool avec Morgan Freeman. Enfin, c'est quoi cette histoire? Ah oui, oui. Ah, c'est la meilleure vanne. Bah, c'est complètement fake, évidemment. Oh là là, Mais je suis très très fier de cette vanne parce que c'est vraiment. Mais j'aime bien faire des vannes. J'ai fait aussi un autre truc. Donc en effet, je resitue le contexte pour les gens qui n'ont pas vu, mais en gros, j'ai fait une vidéo qui présentait mon livre
Et à un moment donné, je dis ce qui est vrai pour le coup, c'est qu'il y a certains chapitres, notamment les premiers chapitres et le dernier chapitre. En gros, il est divisé en trois, genre je fais la promo, mais il y a la partie au début qui est très technique pour apprendre à utiliser les objectifs, la caméra, faire la lumière, faire le son, etc. La deuxième partie, c'est sur la réalisation, c'est apprendre à réaliser une vidéo, le découpage, Tu peux mettre sur sa le caméra. plan large, les trucs comme ça. Et la dernière Ouais. partie, c'est sur le montage. Et les parties techniques, les chapitres techniques, j'ai fait vérifier avec mes équipes, avec mon directeur photo, mon ingé son, mon mixeur, mes monteurs et tout, pour qu'ils lisent et pour vérifier quand même si je dis pas trop de conneries. Parce qu'en fait, avec le temps, autant au début, comme je devais tout faire parce que j'étais tout seul, je connaissais très bien la technique, mais avec le temps, tu essaies de déléguer parce que tu as des gens autour de toi. Donc forcément, la technique, tu commences à la perdre un peu. Donc j'ai fait lire à mes équipes un peu mes différents chapitres pour être sûr Et si j'ai tout rien était oublié bon. et tout. Donc tout est, il y avait des petites conneries, il y avait des petits trucs qu'ils ont arrangés. Et du coup, quand je dis ça dans la vidéo, j'ai mis, parce que je les avais filmés quand ils m'expliquaient un peu tout ça en mode souvenir. Et donc je les affiche, je les montre, et à un moment donné, j'ai calé Morgan Freeman, mais vraiment une milliseconde juste pour la vanne. Il y Ah, en a on l'a vu. Bon, on l'a tous on l'a vu, hein. tous vu, mais il y en a d'autres que les gens ont moins vu. Mais par exemple, je le dis maintenant pour les gens qui n'ont pas vu, mais j'avais fait une vidéo pour remercier tous les gens qui l'avaient acheté. J'avais demandé à tous les gens de se prendre en photo en tenant le livre comme ça. Et du coup, Et à la tu fin, faisais un. Ouais. j'ai fait une Ok. vidéo avec des tonnes de photos, comme j'en ai reçu beaucoup trop par rapport à ce que je pensais. Je m'attendais à en recevoir 15, j'en ai reçu énormément. Et du coup, et donc tu vois un défilé de plein de photos, et à un moment donné, j'ai mis Barack Obama qui tient mon livre comme ça. Et ça, c'est passé vraiment inaperçu. Je pense que je peux retrouver la vidéo, ou peut-être en montage, vous pourrez la mettre. Mais Yes. On mettra tu ça. vois Barack Obama qui tenait un autre livre, évidemment. J'ai fait un montage, et il y en a très peu qui l'ont vu. Ça me fait marrer des conneries comme ça, juste complètement débiles. Et Morgan Freeman, ça en faisait partie. Ouais, j'ai trouvé une Ah, on s'est vidéo. dit, mais. Non, non, en fait, c'est une C'est une vidéo vidéo qu'il a d'un autre fait. call, hein. C'est un call qu'il a fait pendant le confinement où il lisait, parce qu'il y a eu beaucoup ça aux États-Unis, où des retrouvailles entre des grands acteurs qui lisent des scénarios qu'ils ont fait, etc. Et il y avait une vidéo de Morgan Freeman en webcam. J'ai fait, bah vas-y, je la prends, je m'incruste en bas, juste pour la vanne. Et je me suis dit, c'est trop gros, les gens vont pas y croire. Ah, bah, nous, on y Bah, a on y a cru. cru, Ouais, vous enfin. avez posé la question. Ah, ce serait Ah, non, trop non, on bien. s'est pas posé la Non, question. non, On y a c'était cru. pour nous, c'était sûr et Ah, c'est certain gentil. que. J'avoue, j'ai tourné Bah, avec c'est vrai, du coup, des c'est. gros comédiens, mais pas avec Morgan Freeman, et je pense qu'aucun gros comédien aurait accepté. Mais pour la vanne, je me suis dit, c'est tellement débile que je me suis dit, voilà. C'est quoi ta plus grosse rencontre, là, celle qui t'a le plus marqué? Tu t'es dit, putain, c'est ouf que je suis avec cette Euh, personne, quoi. Bah, toi. ouais, vous deux. Ouais, ouais. Vous deux, Nous deux avec clairement. lui, quoi. Ouais, ouais. C'est- Bien vu, j'étais perdu, je me disais, il faut que je trouve un truc. Non, j'ai tourné avec. J'ai pas de plus grosse rencontre, mais j'ai tourné avec Hugh Jackman, j'avais tourné, avec Will Smith et C'est Margot le mec de Robbie. X-Men. Avec X-Men, Will ouais, Smith? c'est ça. Ouais, Will Smith et Margot Robbie. Euh, je sais, j'ai tourné avec Snoop Dogg, j'ai fait un clip avec Snoop Dogg, le plan le plus improbable de ma vie. Ça, j'en ai pas beaucoup parlé, c'est un petit dos. Ah, En gros, bah, voilà. Ah, on adore ça. j'en ai un peu parlé, mais pas tant que ça. On me propose, on me dit, est-ce que tu veux faire un clip avec Snoop? Et je fais, bah, ouais, j'ai 20 ans à l'époque. Non. Parce que je faisais des clips, j'ai commencé à faire des clips à partir de 18-19, et j'ai commencé à bosser pour Universal, pour Sony, et faire des petits clips. J'ai commencé à gagner ma vie comme ça, on va dire. J'ai monté ma boîte comme ça. On me dit, est-ce que tu veux faire un clip avec Snoop? On me dit, ok, évidemment. Et on dit, ok, c'est à Saint-Tropez et c'est un feat avec Jean Rock. Je fais, bon, ok, faisons ça. Et du coup, je me suis retrouvé à Saint-Tropez à attendre pendant 2 heures que Snoop arrive, parce qu'il avait 2 heures de retard. Il est arrivé, il avait fait son petit shopping, etc. Il devait être dans un état second. Et je me retrouve en effet à filmer un clip avec Jean Rock, Snoop Dogg devant la gendarmerie de Saint-Tropez, et à faire des films. Et à un moment donné, je me souviens que je me dis, j'ai envie de faire un plan serré sur Snoop, juste que je puisse avoir un solo de Snoop. Et j'ai le manager qui arrive de Snoop et qui me glisse à l'oreille, Snoop il est jamais tout seul. Tu élargis et tu mets deux meufs à côté. C'est Et pas du coup, vrai. du coup, il y a des meufs autour de Snoop. Et à un moment donné, ça part en couille, on se balade, on cherche un autre décor. Et il y a les terrains de pétanque de Saint-Tropez. Et tous les gens commencent à arriver en mode, ah, il y a Snoop et tout. Et au bout d'un moment, je suis en mode, c'est même plus esthétique. Je prends la caméra. Il y a une photo comme ça, il faudrait que je la retrouve. Pareil, je vous l'enverrai si besoin. Yes. Et on me voit parce que forcément, il y a plein de paparazzi qui arrivent, qui prennent en photo. Et donc, tu as Snoop qui est en train de jouer à la pétanque avec Jean Rock. Et moi, je suis à côté en train de faire des images pour un clip. Je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Et il y a une photo comme ça qui est sortie. Et je pense que je peux la. Mais après, ça va être un peu nul si je vous la montre comme ça. Donc, à la limite, il faudrait que je vous la retrouve en. On la mettra, ouais, on la mettra. Genre, je crois que je l'ai postée récemment. Je dis, elle est tellement drôle. Surtout que je suis en mode. Ça devait être. Il y a plus de 10. Oh, je l'ai. Alors, je sais pas si on va la. Je vous la montre pour avoir votre réaction, mais je suis On la en met, on pantacourt la mettra dégueulasse. sur. Attends, mais je crois que je l'ai zoomé. Attends. Ah, mais Voilà. il Ça, joue c'est pas mon avec style. La Rock, là. Il joue. Là, il joue avec une demoiselle. Ah Il y a oui. Jean Rock à côté.
J'avoue, j'ai zoomé un peu, j'ai gardé juste Snoop. Mais bah voilà, c'était avec la demoiselle. Bah, typiquement, tu vois, c'était notamment elle où le manager disait elle est Tu dans la le filmes, plan. ouais, tu la mets Et moi, dans. je suis à côté comme un couillon en train de filmer avec. Alors à l'époque, ça va parler peut-être aux vraiment spécialistes, c'est un kit Red Rock, un truc bleu. Je suis en pantacourt dégueulasse, en sueur, avec plein de gens autour de moi qui me disent mais qu'est-ce qu'il fait? Et je me suis retrouvé voilà, à faire un clip de Snoop Dogg à Saint-Tropez. Mais c'était la période stylée où j'arrivais dans cette même tenue et je rentrais au VIP room parce que du coup, je connaissais bien Jean Rock. Et tous les gens étaient en mode ah, ça doit être quelqu'un. C'est en mode non, je suis personne. C'est juste que je fais un clip avec le monsieur et basta. Mais voilà, une petite anecdote un peu con comme ça. Mais ouais, sur des clips un peu improbables, j'ai fait un truc avec Lily Allen, j'ai fait des petits trucs un peu cool à mes tout débuts. Mais j'ai pas un nom particulier de te dire, ok, lui c'était stylé. Et même avec Will Smith et Margot Robbie, c'était C'est quoi? très stylé, mais c'est le truc de. J'ai une anecdote, j'en ai beaucoup parlé, mais peut-être que vous la Vas-y, connaissez pas. Mais Ah, les, ouais, on ça, est ça, friand de tout ça. ça, c'est des tournages qui sont organisés. C'est pas Will Smith qui m'appelle et qui me dit frérot, on fait un truc. J'aimerais bien, mais c'est pas du tout ça. C'est plus là, par exemple, bah, on va commencer par. C'était Hugh Jackman par exemple. Il y avait X-Men qui sortait et c'est je sais plus, c'est Fox ou Warner, ou je sais plus qui appelle pour le coup Cyprien à l'époque et qui dit voilà, il y a le film qui va sortir. Si vous voulez, on vous donne l'opportunité de tourner avec Hugh Jackman, écrivez un sketch et vous pourrez tourner avec lui 20 minutes à Londres. Parce que c'est ce truc où Hugh Jackman, il arrive, il va à Londres et pendant une journée, il va aller dans plein de petites chambres d'hôtel ou un plein de million petites. d'interviews, quoi. Ouais. Ouais, bah, il fait sa journée, c'est les press junkets et en fait, il va aller dans la chambre 301, il y a tous les médias italiens, 302, c'est tous les médias allemands et tout, et donc tous les gens se ramènent à Londres. Et comme ça, lui, il fait tout d'un coup, et après, c'est pour ça que souvent, quand tu vois les images des interviews, c'est souvent le même fond ou le même déco sur les médias italiens, américains ou les trucs comme ça, parce qu'ils font tout au même moment. Ils sont habillés pareil, Le mec, etc. il est usé à la fin de la journée, Ouais, quoi. ouais, mais ça fait partie, c'est dans son contrat, c'est en mode, ok, je l'ai fait, j'ai fait toute l'Europe là à Londres, etc. Donc on nous dit les mêmes choses. Donc Hugh Jackman, c'est comme ça qu'on l'a tourné. On est parti à Londres avec Cyprien, avec Jules Fou. On a écrit tout un sketch et à un moment donné, il vient, on a 20 minutes. Pareil, tu filmes et puis t'as un mec le manager qui passe et qui met le chrono, qui vraiment, t'es devant ton écran et il y a le chrono qui passe comme ça, il te rappelle qu'il te reste 12 minutes. Tu fais, ok, tu Oh là stresses. là, la pression. Ça, c'était le premier avec Hugh Jackman et ça avait bien marché. Je me souviens que ça avait fait un truc de ouf parce que sur YouTube, personne s'y attendait. Surtout qu'on avait fait vraiment une escroquerie. Ça s'appelle Le Meilleur X-Men sur YouTube pour les gens qui veulent regarder, où c'était, on avait mis Hugh Jackman de dos avec une casquette et sur un plan large, on le voit pendant tout le sketch et il n'y a que à la fin qu'on révèle que c'est lui. À la fin, il se retourne, il y a un plan au ralenti, on découvre que c'est lui et les gens se disent putain, depuis le début, il est là. On était un peu fiers. Ça, c'est le premier truc, ça marche. Et du coup, après, il y a d'autres propositions comme ça. Et notamment, donc, Will Smith et Margot Robbie qu'on nous propose pour le film Diversion au studio Bagel. Et on nous dit voilà, il y a le film Diversion qui sort. On aimerait bien que vous communiquiez sur le film. Et en échange, vous pouvez tourner avec Margot Robbie et Will Smith. Donc, bah, nous, en mode ok. Moi, je prépare la bague de fiançailles pour Margot, évidemment. On passe un mois, 2 mois à écrire un sketch. Donc, tu fais 1000 allers-retours parce que tu envoies, c'est à la Fox, je crois. T'envoies une première idée. En fait, c'est vrai, les contraintes, c'est toujours les mêmes. C'est en mode, tu vas avoir 15-20 minutes avec eux dans une chambre d'hôtel. Donc, écris un sketch. Ah ouais, Écris un sketch où il y aura peut-être 2 plans où tu tournes avec eux et le reste du sketch, tu le tournes à Paris, tu te démerdes. Mais voilà. Mais il faut faire valider le sketch parce qu'évidemment, tu peux pas leur faire dire n'importe quoi. Donc, tu passes un mois, 2 mois à faire des allers-retours. T'écris un premier truc, t'envoies et tout. Il faut que ce soit sur le thème du braquage parce que c'était le thème du film. Ouais. Tac, tac, on écrit. Enfin validé. On prend le train. Paris-Londres, on est comme des oufs, on va tourner avec Will Smith, Margot Robbie et tout. Pression ou pas? Ouf, pas du tout. Pression. Alors moi, je marche pas franchement à la pression, parce que j'ai tendance à tout anticiper, tout préparer, etc. Donc une fois que j'arrive, donc au moment où je les rencontre, je suis pas du tout stressé. C'est peut-être le truc avant où tu. Moi, j'ai eu ça par exemple récemment. Tu disais, j'ai réalisé des pubs pour PSG, j'ai tourné avec Messi, avec Neymar, Ah ouais. et tu as des règles. Tu dois, par exemple, Messi, il faut lui parler en espagnol. Moi, je parle très bien espagnol, mais 5 minutes avant qu'il arrive, j'étais en mode, mais comment me llamo, enfin, tous des trucs comme ça. Moi, je parle plus espagnol, tu vois. Mais une fois qu'il est là, il y a le côté, ok, machine, Je dois faire mon taf. t'enchaînes, quoi. Donc, Ouais. pas stressé sur le moment, mais stressé un peu avant, où tu te remets en question, est-ce que je suis encore Genre, c'est réalisateur, comme tu quand vois, il c'est en mode. Il est stressé, il l'a même pas vu, il est pas bien déjà. le manège où tu montes, tu te dis oh là là, est-ce que je vais Ouais, ouais, vraiment c'est ça, en faire mode, qu'est-ce que j'ai fait? Mais surtout que là, c'est en mode. Et puis là, c'était tournage avec Messi, et puis surtout, ce qui est drôle, c'est que j'avais accepté la pub avant de savoir que Messi allait arriver. Et j'accepte la pub en juillet, c'était de cette année. Oh, Et en août, il y a Messi qui arrive, et genre un petit mail en mode du coup il sera là Ah bah voilà, et et ils me non. disent, ouais, ouais, il sera là. Ah, ok. Et je suis pas supporter parisien, je suis supporter lyonnais, mais quand même, Messi, c'est un petit Bah truc, quoi. oui, Et surtout que, en fait, même quand t'as pas la pression, le fait que tous les gens autour, parce que tout le monde s'est invité à ce tournage, t'avais des gens qui étaient derrière. Je reviendrai au truc de Will Smith et Margot Robbie après, mais Messi, t'as vraiment un truc où t'avais le cousin, le pote, Ah l'enfant et tout, ouais. qui s'était mis dans le fond en mode j'avais jamais eu une équipe de tournage aussi grosse, quoi.
t'es tous comme ça, tout le monde s'était inventé une vie. Et tu stresses de ouf. Mais tu sais, au début, j'étais pas stressé, mais mais un peu comme. Moi, je me souviens là, je vais très très loin, mais quand j'avais mon bac, je vais sur le chemin, je suis pas stressé. C'est le premier jour d'examen du bac, je suis pas du tout stressé, je pars de chez moi. Et en fait, sur le chemin, je reçois toutes les 2 minutes des SMS de ma grand-mère, mon grand-père, ma mère, qui me dit bon courage, fiston, tu vas y Ils te arriver et tout. foutent la En pression, en fait, fait, c'est eux qui les te foutent autres. la pression. Moi, je Grave. partais en mode, mais c'est cool, c'est bon, j'ai révisé et tout. Et en fait, plus ça va, plus t'es stressé. C'est la même chose quand tu tournes avec un Messi, avec un Will Smith et tout. C'est Faut que pas le dire, quoi. Si tu le dis, moi, je suis pas t'es mort. stressé, mais en fait, tous les gens qui viennent te voir Autour. disaient ça va, t'es pas stressé, ça va, t'es pas stressé. Ils te stressent de ouf. Et c'est la même chose quand t'as un Messi qui arrive où ils sont tous. Et puis surtout qu'il arrive avec la cavalerie derrière où t'as tous les managers. T'as le manager qui est venu Ah me ouais? checker 1 heure avant et qui est venu me parler en espagnol en essayant de me Pour piéger sur des trucs vérifier. pour vérifier si je parlais vraiment espagnol. Donc j'avais aucun souci, c'est aller. Mais ils te testent tous et au bout d'un moment, tu te remets en question. Tu te dis vraiment est-ce que je suis réalisateur, est-ce que je parle espagnol, etc. Et bref, Will Smith, Margot Robbie, un peu la même chose. On t'envoie plein de gens et tout. Et la cavalerie. En général, les gens sont très cool. Hugh Jackman, typiquement, il arrive, il devait y avoir 15 personnes autour qui étaient tous en mode ils te montrent la montre. Et par contre, En fait, lui, c'est eux les trop relous, en trop fait. cool. Eux, Ouais, ils sont relous, mais ils protègent un peu leur artiste, ils donc c'est sont normal. obligés. Mais Ouais. Hugh Jackman, trop cool, il arrive, il était en mode ok, on en refait une, on s'en fout, machin, et il fait des vannes, enfin trop cool. Donc c'est les autres qui te mettent la pression. Et bref, Will Smith et Margot Robbie, donc on prépare tout le truc le matin. On installe la lumière, on fait des tests avec les doublures. Donc c'était avec Ludovic et avec Kemar à l'époque. Et j'avais une scène où Will Smith et Margot Robbie rentraient dans la chambre et saluaient Ludovic et Kemar, faisaient un grand hug comme ça, ils saluaient, après ils partaient. Et ensuite j'avais une scène de juste Ludo avec Margot Robbie et juste Kemar avec Will Smith dans un coin. On prépare tout, etc. Ils me disent ok, dans 10 minutes ils arrivent, ok, dans 5 minutes ils arrivent, ok, dans 2 minutes ils arrivent, le stress qui monte et tout. Ils arrivent, j'explique vite fait les scènes, ils font ok, trop cool, ok, action, les deux ouvrent la porte, vont vers Ludovic et Kemar, font des gros hugs, etc. Trop cool, ils vannent, ils se serrent la pince et tout. Et ils repartent. Je cut, je fais ok, cool. Bah on l'a, on va la doubler une deuxième fois, histoire de sécu. Et après, on passe aux autres scènes. Et j'attends un peu, et ils reviennent jamais, Will Smith et Margot Robbie. Et je fais ok. Et donc je sors, j'ouvre la porte, je passe la tête comme ça dans le couloir, et il n'y a plus personne. Et là, vraiment, j'ai encore cette image de. Moi, je me tourne vers les gars de la Fox et tout. Ils sont comme ça en mode bah, on sait pas. Et il y a dû avoir un malentendu de ouf parce que les deux, Will Smith et Margot Robbie, sont réputés pour être cool. Je sais qu'ils ont fait d'autres tournages. Will Smith, il a tourné avec McFly Carlito. Ils m'ont dit le mec est trop cool. Il a tourné avec Yvick, avec Mr. V. Enfin, il est très très cool. Donc je pense que c'était pas une volonté de leur part de nous faire faux bon, mais plus c'est incompréhension. Et du coup, tu arrives à ce moment nul en mode bah va falloir réaliser un sketch avec ce que vous avez tourné. Donc en fait, entre le moment où tu pars de Paris à Londres, où tu es en mode putain, on va tourner avec deux stars, c'est trop bien, et le moment où tu prends le train retour Le nom de Paris, c'est pas bien. et tu fais bah qu'est-ce qu'on va devoir écrire. Et en fait, du coup, pareil, le sketch est disponible, il s'appelle Le Casse du siècle. Si vous tapez Studio Bagel, Le Casse du siècle, vous le trouverez. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé tous les plans larges où ils font les hugs, et en fait, j'ai fait des plans serrés où j'ai pris des doublures main. Et donc, tu vois à un moment donné un plan de Margot Robbie qui fait un hug à Kemar, je crois. Et Mais tout c'est d'un pas coup, elle. tu vois là. Alors, c'est elle sur le plan large, mais sur le plan serré, tu as un plan serré d'une main qui glisse un truc dans la veste de Kemar. Et tu as pareil sur Ludo, tu as la Oh, main de la Will Smith qui bidouille. était que comme C'est ça. une Et en bidouille fait, encore. tu vois des doublures et tout. Et quand tu vois le truc et tu sais pas, tu te dis, ah, c'est le plan serré, c'est la main de Will Smith. Pas du tout, c'est une doublure. Et vraiment, Là, c'est. c'est pas une bidouille, Johan, c'est On juste a, qu'ils pouvaient pas faire autre non Bah mais chose. oui, voilà, il on avait a pas le passé choix, deux mais. mois, on a passé 2 mois à écrire un sketch, à faire valider et tout. C'est- Et après on est revenu en mode bah là concrètement voilà, on a maintenant le nouveau pitch, c'est Will Smith, Margot Robbie rentrent, font un hug à Ludo et Kemar et partent, écrivez un sketch. Démerdez-vous avec ça. Et il y avait quoi d'autre? Normalement, il y avait combien de scènes, on va Il y dire, avait avec... deux autres scènes, il y avait un solo entre Margot Robbie et Ludo ou Will Smith. D'accord. Enfin, il y avait des petits trucs et on avait vraiment écrit un truc qui avait du sens, etc. Putain, c'est dommage. Tout mis à la poubelle, Bah, ils ont eu tout un hug au recommencé. moins. Ils ont eu un Ouais, hug. ils étaient contents, moi, du câlin. Le hug, il était important, quoi. Enfin, Ah oui, voilà. oui, non mais Un gros hug à Will et Smith puis et on était Margot tous Robbie. amoureux, donc voilà, ça suffisait. Mais ce Bah, du coup, truc il y en a vraiment. qu'un qui a eu le hug. Non, non, enfin, oui, il y a que Ludo et Kemar qui ont eu les hugs, mais c'est trop drôle de revoir. Si vous voulez, on peut regarder les images, mais c'est très drôle de. Je sais pas si ça va aller avec votre montage, si vous Bien voulez le voir sûr, en direct. on est Tu veux que je regarde 100% là-dessus, libre. c'est ça? Ouais. Alors, Attends, allez, dis-moi si t'as juste à swipe à gauche ou à droite. le Mac ou ça va pas être esthétique. Si tu Tu veux, peux, non, genre, tu ouais. peux, Ouais. t'inquiète pas. On ça- est entre nous, on est Ouais, sur le web, ouais. on n'est pas à la télé, on s'en fout. C'est ça qui me plaît. Alors attendez. Même Cyril Hanouna, il sort que... Bah oui. Hop, swipe en Avec 3 les quatre doigts. doigts. 4 doigts, ouais. Sur le pad, ouais, vas-y. Va dans l'autre sens, c'est dans l'autre sens. Ouais. Ah, Voilà. ok, j'ai pigé. Alors, c'est le casse du siècle. Tout était prêt, hein.
du siècle. Heureusement, il y avait ça, ouais. Hein? Oh là, je l'ai très mal écrit. Hop là. On va avoir une pub. Nickel. Au moins, vous n'avez pas les anti-blocs, je sais pas quoi. Ça aussi, t'as Maintenant qu'on a préparé, une ouais. chaîne YouTube, on laisse les pubs, quoi. J'ai une chaîne YouTube, mais moi je le garde. J'avoue, j'ai trop la flemme de ça fait 30 ans. Je vais avancer un peu. Alors attendez. Ah, ok, ça va être là. Doublure. 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 Évidemment les vrais. Voilà, les vrais, les vrais. Et doublure. Hop là. Et tac. Et ils ont eu que ça. Et doublure. On a eu que ça. Voilà. Ah non, les mecs. Tac, voilà, doublure, doublure, tac, tac, voilà. Voilà. Et c'est fini. Et tu remarques la qualité de. Vraiment, c'est filmé à l'arrache. Genre, je tremble, ça tremble, c'est pas stabilisé et tout. Alors que les autres plans sont un peu plus stylés. Enfin voilà. Ils ont grillé dans les commentaires, les gens, ou pas? Non, pas du tout. Ça s'est C'est jamais vrai? grillé, donc les gens n'ont jamais su. J'avoue, je l'ai déjà raconté, donc ça n'est pas une exclusivité non plus, mais parce que c'est une anecdote qui est tellement con. Mais ouais, c'est voilà ce genre de truc où tu te dis tu vas tourner avec Will Smith et Margot Robbie, et en vrai tu galères et ça reste des bidouilles derrière. Donc, Ouais. mais ouais, je me souviens encore de ce retour Londres-Paris, à tous se regarder en mode putain, mais qu'est-ce qu'on va écrire? Mais voilà. Tu m'étonnes. En tout cas, ça a quand même fonctionné. Hmm. T'es C'est obligé ça de- le plus important, ouais. Ouais. Et vous avez vu Will Smith et Margot Robbie, donc c'est pas Ouais. mal. On a un peu kiffé quand même. Tu m'étonnes. En tout cas, celui qui n'avait pas fait de câlin à Margot Robbie, là, il a voulu faire le câlin collectif. Hein. Ouais. Ils Bah, à ont la fait fin, un c'était bon en mode, hug. bon, allez, on le tente, on s'en fout. Ouais. J'enlève le curseur, sinon c'est moche. Hop là. Mais voilà, une genre d'anecdote. On a remarqué, enfin, j'ai remarqué, je sais pas, Sofiane aussi, c'est vrai que tu parles beaucoup de bidouilles, etc., de trucs que tu t'arranges, un peu d'escroquerie, mais tu es quand même très, beaucoup dans le détail, dans la qualité de Ouais. l'image, etc., et ça se ressent. Ouais. C'est J'aime trop l'esthétique de l'image, mais parce que j'ai été un peu éduqué par le cinéma et parce que j'ai suivi, on parlait d'un David Fincher qui lui fait 1000 prises. Enfin, j'aime beaucoup, j'ai fait du dessin quand j'étais plus jeune, de la peinture, j'ai toujours aimé dessiner, faire des retouches photos, j'ai toujours aimé, j'ai un truc avec l'esthétique de l'image que j'aime trop, c'est pour ça que je peux pas forcément faire beaucoup de docu. J'essaie toujours d'avoir une belle image, alors bon là, d'avoir une belle image avec ce qu'on vient de voir, c'était un peu à l'époque, il n'y avait pas encore beaucoup de moyens, mais aujourd'hui, malgré les vidéos, j'essaie quand même d'avoir un rendu un peu classe, quoi. Je sais Ok. pas si c'était ta question, mais Oui, c'est ça, c'était à quel point tu es exigeant dans la qualité des choses, enfin, même si tu parles de bidouilles et d'escroquerie, je sais pas ouais. quoi, enfin, Et c'est moi, vraiment une il faut manière pas que ça de... se voit en Voilà, fait. voilà. Moi, j'ai ce truc, c'est que quand le spectateur il regarde un film, il faut pas qu'il soit déconcentré ou attiré par un autre truc. Faut pas qu'à un moment donné, en fait, faut qu'il oublie qu'il y a une caméra, qu'il y a une équipe de réalisation derrière. Donc, il faut éviter que le plan soit flou, faut éviter que le son déconne, faut que la lumière elle soit parfaite et tout, parce que sinon il va sortir du film et il va plus être dedans. Donc, j'essaie que l'aspect soit parfait parce que il peut très vite oublier. Même si je suis le premier à dire, le plus important, et c'est toujours le cas, c'est l'histoire, parce que beaucoup, moi c'est mon conseil, c'est quand on débute, concentrez-vous sur l'histoire avant de vous concentrer sur la technique, parce que si vous avez une image qui est un peu floue, qui tremble, un son qui est pas parfait, mais que l'histoire elle est béton, c'est plus important que l'inverse, que d'avoir une image parfaite mais une histoire nulle. Et là, je cite à chaque fois, par exemple, Willem, qui a fait des courts-métrages de ouf sur Facebook. C'est filmé à l'iPhone, c'est un peu à l'arrache, ça tremble, c'est pas ouf esthétiquement, mais les histoires elles sont béton, c'est ultra bien raconté, et donc ça marche. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai du budget, que je peux m'entourer de gens, etc., j'essaie quand même d'avoir une grosse équipe et je donne beaucoup d'importance à l'image, ouais. Parce que moi, ça me permet de diriger, en fait, très important, c'est un truc que j'ai aussi appris avec le web, parce qu'il faut aller vite sur le web, et j'ai appris aussi par l'esthétisme de l'image à diriger l'attention du spectateur, avec la lumière et tout, parce que tout va très vite, il faut capter l'attention du spectateur très tôt, dès les premières secondes, parce que c'est pas comme au cinéma où le gars il a payé sa place, il s'est assis et il se dit je vais voir Mais 1h30, sur 2h. YouTube, Il va il se se barre tout de concentrer. suite, Sur quoi. YouTube, le gars dans les 5 premières secondes, il se dit Mhm. ouah, c'est quoi les recommandations à droite, c'est quoi cette notification Tinder ou autre connerie, il passe à autre chose. Ouais. Donc j'essaye de diriger l'attention du spectateur très tôt. Ça, tu peux le jouer avec la musique, avec la lumière, avec ton cadre, etc. Pour que le gars, voilà, si tu as un truc qui est trop blanc partout, tu sais pas où regarder, tu es un peu perdu, tu as la flemme. Si tu as un bon travail sur la lumière qui te montre vraiment ce qu'il faut, enfin, le travail sur l'image, il est super important, Ok. même si tu es sur YouTube. Et t'es comment comme réal, toi, si on demande aux comédiens qui ont bossé Je avec suis toi? adorable. C'est vrai? Non, en vrai, oui,
En fait, je En suis. vrai, oui, je suis adorable. Non, non, mais en Ouais, vrai, je pense c'est- que quand tu es réel, tu dois aussi être un peu, tu dois faire du management aussi de tes équipes, que ce soit technique ou des gens devant la caméra. Et le truc le plus important, c'est qu'il faut mettre en confiance les gens avec qui tu travailles. Faut les comédiens, il faut les chouchouter un peu, il faut les mettre en confiance, faut pas les stresser, etc. Donc, je vais pas, je suis, et puis en plus, je déteste le conflit, donc je vais pas être le mec qui va leur crier dessus, etc. Parce que ça va amener à rien. Donc, c'est plus beaucoup discuter avec eux, etc. Faire des vannes. J'ai tendance à faire beaucoup, beaucoup de vannes, mais ça permet de garder. Pour moi, c'est en tout cas ma façon de travailler. C'est déjà, j'arrive, je suis méga préparé, c'est ce qu'on me dit souvent. C'est j'arrive, j'ai les plans au sol, j'ai ma liste de plans, les gens savent exactement où je vais, et puis je partage beaucoup ma vision. Donc, tout le monde est dans le même bateau et ça c'est super important pour un réalisateur de pas arriver avec juste sa vision dans la tête parce que les gens qui travaillent avec toi ils vont pas comprendre, ils vont pas vouloir Ils vont en pas fait vouloir rebosser après si parce tu que les impliques pas ils seront pas impliqués, c'est aussi simple que ça. Mhm. Et moi comme souvent tu es sur des tournages où j'ai tendance à faire beaucoup de plans parce que j'aime pouvoir avoir ce choix et de pouvoir dynamiser et tout et bah, beaucoup de plans c'est beaucoup de boulot, quelquefois tu finis un peu plus tard et c'est important de garder cette bonne ambiance, donc c'est pour ça que j'ai tendance à faire des vannes, à garder une bonne ambiance, à essayer d'être cool un peu avec tout le monde parce qu'au moment où tu commences à arriver en fin de journée, bah, il faut continuer à garder l'implication de l'équipe. Et si les gars, ils passent un bon moment, qu'ils sont impliqués, ils savent vers où tu vas et qu'ils ont confiance en toi, let's go. Si tu parles mal aux gens, que tu sais pas où tu vas, etc., bah, les gens ils disent Ils vraiment vont ça faire va. leurs heures et ils vont se barrer, quoi. Exactement. Ouais, ok. Et moi, j'essaye, pour ça que j'ai une équipe un peu fidèle depuis plusieurs années, avec qui j'ai l'habitude de travailler, avec qui j'ai créé une vraie complicité. Et donc, ils savent que quand je vais dire quelque chose, ils savent où je vais et ils savent pourquoi je dis ça, etc. Ils ont confiance en moi et ça, c'est super important. Parce que quand j'ai commencé au début, j'ai commencé très jeune, donc moi, je me suis retrouvé dans les trucs où je parlais avec des gens qui avaient 20, 30 ans de plus que moi et qui me jugeaient en mode T'es jeune. c'est qui ce stagiaire d'où il me dit quoi faire, quoi. Mhm. Et du coup, bah, avec le temps, bah, j'ai travaillé avec des gens qui me font confiance et j'essaie de garder ça. Donc, non, sur un tournage, j'essaie de garder une bonne ambiance et de faire des vannes en essayant quand même de garder du sérieux parce que c'est important d'être concentré. Mais voilà, c'est un juste milieu entre le bon moment passé et le moment où tu restes quand même pro. Voilà. D'accord. Et du coup, en tant que réalisateur, tu t'occupes de tout, c'est-à-dire du storyboard, de la feuille de route, c'est ça? C'est celle où La il y a feuille le de présent. service, Feuille de service, ouais. ça c'est le storyboard, c'est moi qui vais appeler un storyboarder pour qu'il le Ok, dessine avec moi. Moi, je vais surtout faire les plans au sol le découpage. La feuille de service, ça va plus être la production ou l'assistant réel. d'accord. Au début, ouais, tu fais tout seul, mais au début, quand tu commences, t'as pas besoin de faire de feuille de service, et après, tu t'entoures de gens qui vont le faire pour toi. Mais c'est toi qui, quand même, commence, on va dire, la feuille de service, ou Non, la c'est feuille de les service, gens je la fais plus vraiment. du tout, non. C'est plus, Même je pas, discute genre, tu beaucoup. dis Non, les bah, personnes dont tu as besoin, après, c'est eux qui dispatchent, mais je veux dire. oui, non, moi, je vais dire, voilà, je vais dire à la production, voilà, je voudrais travailler avec telle personne, et quand je vais commencer quand l'assistante réelle, parce que je bosse avec une assistante réelle, ou même un assistant réel, quand l'assistant réel va te dire, ok, on pourrait tourner ça dans ce sens-là, etc., je vais avoir mon mot à dire. Ok, Mais une fois que ça s'est lancé, ok, après ils c'est eux font. qui proposent et toi tu Oui, valides bah, ou. c'est aussi ça qui est trop bien avec les assistants réels, c'est Ah, c'est que cool. ils te, ils anticipent un peu tous les trucs auxquels tu peux pas penser. Et ils vont voir, ils vont se dire, ah, si on tourne ça, parce que eux, ils ont toutes les données avec le régisseur, avec la prod et tout, donc ils savent que ce serait mieux de tourner ça à cette heure-là, etc. Ils vont parler aussi avec le chef-op qui va dire, si on tourne dans cette rue, ce serait mieux de tourner entre 10h et 11h parce que la lumière est meilleure, etc. Qu'il y a moins de monde dans les Et ouais, et rues, puis il y a etc. certains trucs quand tu es réalisateur sur des gros trucs où tu essayes enfin, surtout moi j'ai confiance en mes équipes, maintenant que je les connais depuis très longtemps, donc c'est en mode, ok, si tu me dis il vaut mieux tourner la cuisine avant de tourner le salon, je vais même pas négocier, je te fais confiance. Moi au final, ça sera la même chose, j'aurai mes plans. Donc si c'est mieux parce que ça va permettre d'aller plus vite, parce que pendant qu'on fait la cuisine, ils sont en train d'installer la salle de bain et tout, moi l'ordre, je m'en fous. De toute façon, quand tu tournes un film, un clip, tu Il n'y a tournes pas pas dans d'ordre. l'ordre Ouais, chronologique, ok. c'est sûr. Et le niveau de découpage, c'est les scènes, c'est ça? C'est les Ouais, plans? c'est ça. Le découpage, c'est comme une bande dessinée. Enfin, c'est comme quand tu fais une bande dessinée, c'est tu dis, bah là, il y a cette scène. Qu'est-ce que je vais mettre pour. Moi, j'ai tendance à dire, bah, il faut un premier plan large pour situer un Pour peu. situer, ouais. Voilà, pour se dire, ok, il est quelle heure, on est où, c'est qui les Plan comédiens et tout. d'exposition, c'est ça? C'est le plan d'exposition, Putain, voilà. j'ai regardé les fiches, Bien moi. joué. Ah, t'as bien appris? T'as plein de trucs comme ça. Et après, oui, t'as les plans serrés si tu veux être un peu plus dans le détail, dans l'émotion, pour voir vraiment le visage du comédien. Tu vas être en plan un peu moyen ou un peu plus large pour voir un peu son mouvement, si c'est de l'action, tu vois un peu comment il se déplace. Et ça c'est le boulot d'IRL. Là, pour le coup, je suis tout seul et c'est en mode, je lis le script et je me dis, ok, quel plan je vais avoir besoin en montage pour raconter ce que je suis en train de lire. Je le visualise et j'essaie de l'écrire. Et ça, c'est le boulot d'IRL et là, je suis tout seul pour le coup. Et sur les vidéos de making of des films, on voit le réal discuter avec les acteurs. Ouais, En fait, tu te donnes tu tu leur diriges dis les acteurs. exactement quoi faire, Ouais. c'est ça?
En fait, alors, tu les diriges, en fait, tu les mets en condition, c'est surtout ça. C'est-à-dire que je vais pas leur dire exact. Enfin, si tu commences à leur donner trop de consignes, Il faut tu les poser trop limites de de ouf. questions. Ouais. Il faut quand même il faut qu'ils soient libres un peu. Donc, c'est plus, je vais leur dire, voilà, je vais lui parler du personnage, de voir comment moi je le vois, lui donner le maximum d'indications pour que lui puisse me proposer des choses. Et après, je vais lui donner aussi les contraintes forcément techniques, en mode, bon, bah voilà, là, ton trajet, il va être comme ça, mais tu peux aller bouger un peu. Mais bon, il y a des trucs, évidemment, faut pas qu'il sorte du décor, des conneries comme ça, mais tu le diriges, tu lui donnes le maximum d'infos, mais pas trop non plus pour qu'il reste libre, parce que si tu fais ça, c'est des erreurs que moi je faisais au début. Si tu arrives devant le lecteur et que tu lui joues le texte devant lui en disant je voudrais que tu fasses ça, il va juste te mimer au moment de jouer. Il n'y Et a en plus de fait, travail de création, tu tues ouais, le... et puis ça, il va pas le jouer, il va jouer toi, et toi t'es pas acteur, et ça va pas fonctionner. Donc il faut plus l'acteur, c'est un artiste, donc il va te proposer des choses, donne-lui le maximum d'informations, et donne-lui voilà, c'est son cadre de jeu, c'est le terrain, voilà, là on est dans une cuisine, tu peux jouer avec ça, tu peux jouer avec ça, tu peux te déplacer là, etc. Moi je te suivrai et tout. Et voilà. Et après, il y a des moments, et moi, j'ai le timing en réalisation, il est super important pour moi. Ça, je suis très chiant là-dessus. En tournage, c'est-à-dire que je peux faire je peux refaire une prise juste pour que mon timing fonctionne avec mon mouvement et tout. Parce que c'est en comédie surtout, c'est super important le timing. C'est en mode, ok, il faut vraiment qu'il y ait une pause à ce moment-là dans la phrase. Il faut vraiment que tu tournes à ce moment-là parce que moi, je sais que je vais le monter et que là, il y aura le plan large, on va découvrir la vanne ou des trucs comme ça. Donc, quelquefois, il y a des moments où tu vas pas trop les limiter pour les laisser libres. Et il y a des moments où je vais être vraiment un peu plus chiant sur la position, le regard, le timing au moment où tu te retournes, etc. Parce que je sais que moi, ça va être super important au montage. La musique, elle va se couper là, il faut que tu te tournes à ce moment-là parce que sinon la vanne, elle va pas marcher au montage. Donc D'accord. tu alternes un peu les deux. Tu penses tout de suite, ouais, post-prod, Ouais, montage, mais je pense de etc. plus en plus, moi, les jeunes réalisateurs qui veulent se lancer, il faut savoir monter parce qu'en fait, c'est super important de savoir monter parce que et notamment au début, parce que quand tu es dans le rush et que tu arrives, il est 18h et qu'il te reste, je sais pas, 1 heure à tourner et qu'il te manque 10 plans, si tu as des notions de montage, tu sais que sur les 10 plans, il y en a 2-3 que tu peux faire sauter parce que ton montage marchera quand même. Mais ça, c'est la nouvelle génération des réalisateurs qui montent. Les anciennes générations, c'est des réalisateurs qui avaient un monteur et qui. Qui envoyait Et Rush. moi, après, il y en a qui continuent de le faire, mais moi, je sais pas comment je pourrais faire sans savoir comment je vais le monter en fait. C'est en mode, ah putain, j'ai pas pu faire ces 2-3 plans, bon, bah on verra au montage. Ça, moi, je supporterais pas l'idée. C'est plus, ok, je peux me permettre d'enlever ça parce que je sais que ça marchera au montage. Super important d'avoir sa vision aussi du montage. Et est-ce que tu as déjà fait du coup plein de scènes, tu as tourné plein de choses, et à la Ouais. fin, tu te dis, merde, ce que Euh, j'ai, C'est pas bon, il c'est faut pas revenir. bon. On pouvait revenir, non? On pouvait refaire. ouais, on appelle ça des retakes, mais Ouais. c'est rare quand même. C'est surtout sur des longs métrages où il y a du budget, où il y a vraiment une partie du budget qui est prévue pour ça. Ça a dû m'arriver quand j'étais plus jeune, mais de moins en moins parce que soit en mode, bah, de toute façon, il n'y a pas le budget pour tourner des retakes, soit parce que c'était tellement préparé qu'on savait où aller, et puis par expérience, tu sais à peu près ce qui va déconner. Donc on va dire que ça arrive de moins en moins. Est-ce que tu as déjà perdu une vidéo Oh, tu t'es la dit, oh là galère. là, Jamais, jamais. Tape du bois, jamais, je tape crois du pas. bois. Je sais que j'ai des potes à qui c'est arrivé, mais Ah, moi jamais. Donc Je touche vraiment, du bois. le conseil aujourd'hui, c'est d'être polyvalent, quoi. Si un jeune il veut se lancer, il veut Quand tu vraiment es qu'il touche à tout. réalisateur, il faut ouais, comprendre tous les corps de métier, savoir faire un peu de son, savoir faire un peu de FX. Moi, j'ai appris à utiliser After Effects, à utiliser les logiciels de montage, à faire du son, à faire de la lumière et tout, parce que du coup, quand je suis sur un tournage où j'ai 50 personnes autour de moi, je sais comment parler à chaque personne. Ouais. Et du coup, c'est bien d'avoir un réalisateur qui sait de quoi il parle, parce que sinon, en fait, tu es le capitaine du navire. Donc, si ton capitaine il est complètement perdu, tu te dis, waouh, où est-ce qu'on va en fait? Et c'est en mode, c'est comme tu disais, en mode, ouais, 19h, je me barre, quoi, je rentre. Mais si tu sais dire, voilà, je voudrais ça, et que tu parles avec les bons mots, tu montres aussi un certain respect envers le métier. Et puis, c'est ce que je disais aussi au tout début, c'est plus tu connais la technique, plus tu peux la challenger, plus tu peux t'amuser, plus tu peux faire des trucs cool. Donc, ouais, pour moi, c'est. Et puis, même au début, tu es autodidacte, tu dois apprendre un peu de tout. Donc, Excellent. voilà. Franchement, on apprend énormément. Ouais, Exceptionnel. exceptionnel. Ça, c'est mon mot du dernier Non, mais du coup, podcast. t'as Je l'ai changé, dit maintenant tu 40 dis fois. excellent. Franchement, merci beaucoup parce Ouais. que c'est des trucs qu'on peut pas. Tu peux pas. En fait, Tu le ouais. trouves nulle part en fait. Bah, Non, en mais fait, c'est c'est une drôle d'en parler expérience parce de que vie, moi, là. en fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que quand j'ai commencé à écrire ça, le livre, et même quand je donne des conseils, ce qui est bizarre, c'est que pour moi, c'est évident. Mais parce que plusieurs années d'expérience et tout. Donc là, quand je vous dis ça, moi, dans ma tête, je me dis, mais j'ai pas besoin de leur dire, ils le savent. Et en Ouais, pas fait, je forcément. me suis rendu compte en Ouais. discutant que quand je dis des trucs qui me paraissent évidents, ils me disent, ah ouais, je fais.
Et en fait, oui, parce que moi, c'est un truc que j'ai appris au fur et à mesure et qui maintenant me paraît complètement évident que telle personne fait ça, ça, ça. Et que je me dis, bon, bah, tout le monde le sait, en fait, c'est évident. Mais il y a beaucoup de choses que tout le monde sait, mais quand on les réécoute, Oui, oui. c'est une sorte de prise de conscience. Ouais, ouais. Non, moi, on a une certaine idée, mais quand on discute pas avec un réal, on peut Ouais, pas ouais. imaginer certaines Il choses. y en a beaucoup qui ne connaissent, qui comprennent pas le métier de. Moi, je parle avec des gens quelquefois qui me disent, ah ouais, c'est toi le caméraman. Tu fais, wow, Aïe, violence. Parce que, pas pour dire les caméramans c'est nul ce qu'ils font, etc., mais c'est plus que le réalisateur, c'est un c'est orchestre, le un chef chef, c'est le chef d'orchestre? Ouais, d'orchestre. C'est le le chef chef d'orchestre. d'orchestre qui va justement travailler avec le caméra. Enfin, on va pas dire caméraman, mais le cadreur, qui va travailler avec le gars à la lumière, le gars au son, le tout. Et c'est le. En fait, Mais c'est vrai que c'est c'est le mec dur à avec qui. délimiter. Bah, c'est le gars qui va prendre un script et qui va te le mettre en image. Et du coup, sur un tournage, c'est le gars qui va être au milieu et tout le monde va lui poser Le 1000 chef de questions. projet, c'est Parce que toi moi, qui gères. Ouais, c'est ça, mais je suis certain qu'on pose la question à plein de gens. Il y Ouais, a il plein saurait de pas dire. personnes qui ne sauraient pas Il y définir en ce a qu'est qui un vont dire, ouais, c'est le réalisateur. mec qui parle au comédien ou c'est le mec qui fait ça sur un tournage parce qu'il va dire, Qui ouais, fait la caméra, faut cut, qu'elle soit là et cut, tout. Le action, mec qui est cut. assis sur Voilà. Ou c'est le un gars qui siège va. qui dit. Souvent c'est ouais, c'est le mec qui va cadrer. C'est souvent ça. Le réel, c'est le mec qui cadre, qui dit où placer la caméra. Et en vrai, c'est pas que ça. Ouais, C'est mais tout le. entre producteurs, réal, etc., enfin, si tu Ouais, c'est t'intéresses difficile. pas, enfin, Même c'est producteur, difficile c'est à difficile de cadrer. savoir qui est. Enfin, il y en a qui disent le réalisateur et le scénariste, c'est la même chose, alors que c'est pas les mêmes métiers. Le producteur, c'est qui Parce que c'est juste quelqu'un qui met de l'argent. Ouais, et puis surtout, par exemple, producteur au cinéma, c'est pas la même chose que producteur en musique. Le producteur au cinéma, c'est celui en effet qui va chercher la musique, enfin, qui va chercher l'argent, qui va organiser le projet, trouver les bonnes personnes et tout. Le producteur en musique, c'est le gars qui va créer. C'est ça qui est différent. Le gars qui produit une musique, c'est le gars qui a créé, qui a composé la musique. Le producteur au cinéma, c'est pas celui qui a créé et composé le scénario ou le film. Donc c'est vrai que c'est encore plus difficile. En tout cas, c'est super ce podcast. J'espère Ouais. que vous le verrez. Nous, on a appris beaucoup de choses. J'espère que les gens aussi qui regarderont, certainement. Enfin, il y a plein d'anecdotes. On va placer aussi les moments où on a parlé de quelques petites séquences. Ça peut être Ouais, drôle vous me aussi. redirez, je vous filerai les Et images. avant de terminer ce podcast, on va poser une question qu'on pose tout le temps. Vas-y, Sofiane, je te laisse Quel la main. est ton plus grand rêve? Ouais, je pense qu'on l'a entendu tout à l'heure, hein, le long Je vais métrage. faire le truc nul de dire c'est pas un rêve, c'est un objectif. Moi, ce serait, en fait, je vais dire une phrase vraiment encore plus nulle. Je vais réussir à faire un truc encore plus nul. Moi, c'est juste d'être libre, dans le sens où, parce que je pourrais te dire, non, mais je pourrais te dire, mon rêve, c'est de faire un film qui va être césarisé, oscarisé, etc. Mais et c'est peut-être, je t'aurais peut-être répondu ça il y a 15-20 ans, quand j'étais jeune et que je rêvais de cinéma. Aujourd'hui, mon truc, c'est que j'ai juste envie d'être libre. C'est-à-dire que j'ai envie de me dire, si aujourd'hui j'ai envie de rien faire, c'est pas grave. Si aujourd'hui j'ai envie de faire ça, je peux me le permettre. Putain, on veut le même rêve. Non, mais je pense que c'est l'objectif de tout le monde. C'est en mode, moi je veux juste être De libre. plus en plus, en fait, j'ai Ouais, c'est l'impression. ça. De pouvoir me dire, si pendant 2 mois je refuse tout, c'est pas grave. Parce que je gagne des sous différemment ou j'ai assez de sous en stock pour me dire que. Et de pouvoir me dire, si là j'ai envie de faire ça, je peux le faire. C'est plus, voilà. Mon objectif, c'est d'être libre. Et quand je dis libre, ça veut dire, je peux réaliser un long métrage, voilà, c'est juste. Être tranquille, ne pas avoir à accepter des trucs juste pour l'argent, ne pas avoir à travailler sur un truc juste parce qu'il faut le faire et tout, ne pas être contraint, être libre en fait. Mais tu penses que tu kifferais à ce point? C'est-à-dire, si tu avais, par moi, exemple, c'est tu avais le- une liberté financière Total. Ah totale, ouais. faire un film avec un budget Ah ouais, je comme kifferais, ça, hein. tu kifferais. Ah moi si Sans je suis. limite. Ah ouais. Moi j'aime C'est bien, vrai que j'aime bien ce un côté où je peux test. faire ce que je veux. Là Ouais, là, typiquement, c'est vrai moi que en ce moment, petit hélicoptère, un petit. ouais, mais moi depuis quelques années, je réalise et je voyage beaucoup. Et pour moi, c'est une énorme liberté de pouvoir me dire, bah là, je coupe tout et je vais voyager et rencontrer des gens, vivre des aventures et tout. Ouais. Oublier que je suis réel et juste vivre des trucs de En fou. fait, Et c'est- après, je reviens et Tu ça, le c'est vis comme une passion, en fait. c'est C'est une part de la plus liberté ton pour moi. boulot, quoi. Enfin, Ah ouais, moi ça n'a jamais été, enfin c'est c'est horrible de ta- ça, mais ça n'a jamais été du boulot, c'est en mode, enfin, surtout aujourd'hui où maintenant je peux commencer à refuser des projets et faire des projets uniquement parce que je sens que je peux faire un truc cool. Donc c'est encore plus kiffant aujourd'hui, mais même au début quand j'ai débuté, même je faisais des trucs pas très bien, mais j'apprenais tellement que c'était trop cool. Donc ouais, c'est une passion et c'est pour ça que moi je bosse nuit et jour, j'ai des cernes qui parlent pour moi, c'est en mode, moi c'est mon kiff en fait, c'est vraiment, là après le truc, je vais aller sans doute en soirée, mais si je rentre chez moi, je vais peut-être faire du montage ou des trucs comme ça, même à 2 heures du match, je m'en fous quoi. Ah ouais. Tu rythmes Ouais, mais ton parce que truc. en fait, très honnêtement, sinon je me fais chier chez moi. Mais C'est quand tu bizarre. voyages, tu montes aussi? Ou tu ne travailles Ah non, pas non, du je tout? coupe, je coupe. D'accord. Ouais, ouais. Et Et tu en fais général, des genres j'essaye de de voyages partir de dans combien des de temps? endroits où je vais perdre tout confort, où je me mets bien dans des situations bien nulles, où je me dis sur le moment en mode ah putain, qu'est-ce que je fous ici? Mais ça serait le sujet je pourrais partir des heures pour parler de ça. Mais j'aime bien partir dans des endroits où justement je vais perdre ce confort que j'ai, parce que je considère qu'on est quand même très chanceux d'habiter en France, quoique À beaucoup de personnes Odéon. disent. À Odéon, mais même en France globalement, parce que En Ah oui, France, oui. pour globalement. avoir beaucoup voyagé,
J'ai voyagé dans les zones vraiment compliquées. J'ai allé au Bangladesh voir les Rohingyas, je suis allé au Népal, je suis allé dans des pays vraiment très pauvres. Et quand tu rentres, tu te dis, putain, on est quand même On est dans un des bien, pays on est les bien. plus ouf, voilà. Et quand tu vois tous les gens qui Sécurité, râlent, tu as envie de leur dire, c'est bien de râler. Et c'est le côté très français, on a un côté révolutionnaire qui a amené plein de trucs cool, les droits de l'homme, des conneries comme ça et tout. Mais, enfin, des conneries comme ça. Mais c'est bien de râler, mais il y a des moments, il faut aussi avoir du recul et voir un peu ce qui se passe autour. Et du coup, moi, On je se me rend rends compte compte de qu'on est ça. bien Cerner, loti, quoi. Ouais. Grave. Et du coup, voilà, quand je voyage, j'essaye de perdre ce confort de parisien qui a un petit appart cool et qui est bien. Déjà, ça, tu prends conscience. tu prends Ça te remet conscience, les pieds voilà. sur terre, Ça te ouais, remet les pieds c'est sur terre, tu prends conscience, tu fais une vraie pause en mode tu te déconnectes. Tu vois des choses, tu rencontres des gens complètement différents et tout, et c'est trop cool. introspection Et et tu donc là, ouais, non, là, reviens je à bosse fond, pas. quoi. Je fais des photos parce que j'aime bien partager. Je raconte des trucs peut-être sur J'ai Insta vu ou une des trucs comme ça. vidéo Népal. Ouais, le Népal, c'est un truc particulier, c'est que j'y étais allé en me disant le pays a l'air trop beau, j'ai envie de filmer des choses, mais je l'ai fait une fois, je l'ai fait même 2 fois au Bangladesh, parce que c'est des trucs où je me dis, j'aime bien filmer, c'est très bizarre à dire, mais j'aime bien filmer le chaos pour montrer de la beauté dans du chaos, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pas aller dans des pays comme ça, et qui vont préférer aller aux Maldives ou dans les pays plages paradisiaques, et pour moi, il y a de la beauté dans le chaos, dans le sens où c'est des gens qui sont magnifiques, c'est des décors, c'est des endroits qui sont magnifiques, les gens sont adorables et tout. Et en fait, il faut juste le montrer. Et le Népal, c'est incroyable. Le Bangladesh, c'est incroyable. Et même si tu es dans la pire des pauvretés, quand tu vas dans les camps des réfugiés Rohingyas, les gens, ils ont le sourire, ils vivent dans des conditions horribles. C'est une Mais, énergie qui est, Les mais qui est ils ont une visages, énergie très. les positive. Et visages, les j'ai vu regards plus de, parlent, ouais. de sourires en Avec, 2 semaines chez oui, les Rohingyas que peut-être je- toute ma vie Oh non, non, moi, pareil. moi à j'ai Paris. des souvenirs Et d'avoir voyagé énormément aussi. Et mon retour en France, il y a un ouais, ouais. endroit, ça s'appelle le RER, je l'ai pris. J'ai Ah non, dit, mais C'est tu bien. rentres, tu rentres de pays tu comme vois les ça, gens, où les gens ils sont il n'y a dans des plus de conditions sourire. horribles, tu rentres dans un Et taxi, tu- tu allumes la radio et t'entends que tous les gens, et tu fais waouh. Et c'est pour ouais, moi, et c'est pour ça que j'ai c'est un filmé ça, contraste fort. c'était pour montrer. En fait, c'est aussi c'est un truc que je me suis dit, quand tu commences à avoir un peu de visibilité, c'est aussi une responsabilité de montrer un peu ce qui se passe aux alentours, etc. Et j'ai commencé à faire ça, j'étais parti en Corée du Nord, j'avais commencé à raconter ce qui s'est passé là-bas, enfin ce que j'ai vu là-bas. Et parce que je m'étais dit, bah, j'ai pas une communauté de ouf non plus, mais un peu plus grosse que certains et un peu moins grosse que certains copains. Mais je me suis dit juste, c'est bien d'ouvrir les yeux là-dessus et de montrer des trucs. Et quand je vais voir des trucs en Népal, au Rohingya ou même en Afrique ou autre chose, je me dis, il faut un peu éveiller ça. Et moi, j'ai cette curiosité et j'aimerais bien que tout le monde l'ait. Et c'est pour ça que quelquefois je filme, mais c'est rare. J'essaie voilà, de partager un truc que je vis et je me dis, c'est important que les gens le sachent, le voient, ou ça peut faire. Quelquefois, c'est juste pour faire kiffer. Je vais prendre une photo dans un lieu de ouf, un lac bleu au Canada, des trucs comme ça, juste parce que c'est trop beau. Je me dis, bon, bah, c'est beau, il faut le partager. Il y a des moments, il y a des trucs un peu plus durs qu'il faut aussi partager. Et Il faut voilà. montrer aussi. Ouais, voilà. Je me dis, c'est important à un moment donné, quand tu as des gens qui te suivent, d'essayer de. Pas en mode je vais changer le monde, etc., mais au moins faire un minimum, quoi. Voilà. Ludoc, merci beaucoup. Merci, ouais. Ouais, merci à vous. C'était très agréable. Le manuel de survie du vidéaste, est-ce qu'on le voit? Il est là, donc il est dispo partout, hein, C'est Amazon, horrible de terminer comme ça, j'ai Fnac, l'impression que je suis venu juste pour faire la promo de ce livre. En vrai, je suis juste venu Ça parler fait en mode à la grave, cool comme ça ça. fait grave, on n'est pas couché Ouais, on l'émission, est à la c'est télé, fin. vraiment. Où les On gens se dirait deux déplacent chroniqueurs. uniquement. Non, mais Ouais. franchement, on l'a reçu il y a pas longtemps, on l'a un peu feuilleté, on a regardé, mais c'est exceptionnel. Et avec les vidéos en ligne, ça se complémente. Enfin, c'est un must. Il faut l'acheter. Il est Merci, top. merci. C'est un bon. J'ai bien fait la promo, Ah ou pas? ouais, De ouf, de ouf. franchement. Non, mais il est beau. En plus, l'objet Tu est l'as beau. reçu quand ce livre? C'est toi qui l'as reçu ce matin. C'est vraiment Je pas l'ai Comme ça, pris. je regardais l'édition, je me disais, ah, putain, il est tout récent, il est tout beau. Ouais. etc. Ah, il est très récent. Ouais, Reçu en après-midi. Merci trop bien. beaucoup, Ludoc. Franchement, Merci à c'était vous. top. Moi, On j'ai a kiffé. kiffé, vraiment. On a kiffé. Ouais, Trop on bien. a appris beaucoup de choses. Et non, c'est cool. bah, trop bien. Au top. À plus. Abonnez-vous à la chaîne, Ciao. bien sûr. Ouais, mettez-vous bien. Abonnez-vous à la nôtre. Et n'oubliez Abonnez-vous pas de à vous celle abonner de à la Ludoc. chaîne. Normalement, tu dis ça sur ta. Ah ouais, c'est quoi les mots? Je sais même pas dire, c'est les mots d'influenceurs comme ça. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater. Et Ouais. activez la cloche. Ouais, c'est les copains, ils disent, c'est McFly et Carlito, souscrivez à un abonnement ou des trucs comme ça à la Ouais. fin. Ah oui, la cloche et tout, putain, La ça a tellement cloche. évolué. La cloche. J'allais dire, moi, à mon époque, au Bagel, il n'y avait pas encore la cloche, les trucs comme ça et tout. Quand les gens étaient abonnés, ils étaient vraiment abonnés. Mais bon. Ciao, ciao, ciao. Abonnez-vous. Salut. Bye.